Messieurs, Prise 2. En prise 2, on est de retour. C'est parfois, ça prendrait 8 bras, 4 cerveaux, puis... on est mal fait, hein, des fois. Oui, on est mal fait. ça irait mieux en pieuvre, non? Oui. Tout dépendamment t'es où. Parce que là, on est en train de parler des inondations. Il me semble qu'il manquait de bras dans les derniers jours. Seb, on est allé faire un tour chez Louis. Puis c'était un peu... Moi, j'ai été traumatisé. Puis c'est ça qu'on est en train de parler. Eric est en studio avec nous autres. Eric Gauthier, t'habites dans ce coin-là. T'es sur la... Sur quelle 40e. La 40e. Puis Brigitte et Louis sont à 20... C'est, 22e. La 22e, fait que juste au milieu là, de la zone. Puis j'ai de la misère à m'imaginer, si moi je suis traumatisé de voir ça, comment ceux qui vivent là-dedans vont prendre ce moment-là difficile dans leur vie. Là. C'est comme moi, j'ai été troublé, honnêtement. Je sais pas toi, Sébastien, comment t'as passé à travers tes derniers jours. Tu vois ça à la télé, tu trouves ça abominable. Tu as des amis qui sont impliqués là-dedans, là tu te dis ça n'a pas de sens. Quand tu arrives sur place, puis que tu vois l'armée, tous les corps policiers qui sont là, puis que là, on te demande tes papiers pour traverser la zone. Là, après ça, on prend un canot. On a fait 1 kilomètre comme si on était dans un lac, là, je veux dire, littéralement. Là. Je disais à une autre émission de radio cette semaine que j'ai été interviewé, puis je leur disais, c'est plus Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais c'est le lac sur Sainte-Marthe. Ouais. Puis c'est carrément ça. Là, le lac était rendu des deux côtés des digues. Ouais. Donc, il a repris sa place, c'est ça? En fait, c'est qu'ils ont créé un canal en plein milieu de où la digue elle a quitté. Donc, il y a eu des sacrifiés, évidemment, là-dedans, là, mais ils ont créé un canal pour siphonner l'eau de chaque côté de cette nouvelle digue-là qui est perpendiculaire au lac pour replacer l'eau, dans le fond, vers le lac. Parce qu'une digue, un lac est de chaque côté d'une digue, la digue, elle ne sert plus à rien. Là. Même au contraire, elle va te nuire parce qu'elle empêche l'eau de retourner dans le lac, de revenir. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu ce coin-là, là, il y a une piste cyclable un peu au nord du lac de Deux-Montagnes, qui était anciennement le chemin de fer, donc un peu plus haut. Donc, jamais cette zone-là était considérée comme inondable ou possibilité d'être inondée. Et là, le lac a traversé la piste cyclable là, vers le chemin d'Oka. Ça ne s'avait pas vu depuis 70 ans, là, comme disaient là, les gens autour. Et puis, le problème, c'est le lac et aussi, on comprendra tout de suite que les égouts, puis les pluviales, puis tout ça, fournissaient vraiment plus. Fait qu'on était inondés des deux côtés, là. L'eau qui s'en venait, puis l'eau en dessous, si on veut, là. Et avant qu'on reprenne ce qu'on disait, là, chaque histoire est unique, là, mais en même temps, tout le monde vit ça très difficilement là, dans le quartier. Il y a des gens qui craquent, puis quand tu vois l'armée, comme tu disais, Sébastien, là, qui passe devant chez toi là, avec des gros tanks, tu te dis, c'est pas un pique-nique au bout de la rue. Là. Fait que c'est vraiment particulier. Puis, Non, puis tu sais, pas loin, là, cette semaine, il commençait à faire quelques journées de beau temps. Là, les gens étaient contents, sortaient dehors, peut-être moins habillés, peut-être il y en a qui ont sorti une petite bière sur la terrasse, je sais pas, là. Puis tout de suite à côté, une couple de kilomètres plus loin, c'est une zone de guerre, là, tu sais, c'est des familles, comme tu dis, éprouvées. Toi, de ton côté, tu disais que tu avais comme sauvé ta maison jusqu'à un certain point. Moi, je suis retourné pendant l'évacuation, ce qui a fait que j'ai pu mettre des pompes, parce que moi, l'eau du lac, dans le fond, c'est pas rendu à chez nous, là, à la maison. Elle était à mi-chemin entre... la piste cyclable et le chemin d'Oka. Donc, moi, je suis un peu plus collé sur le chemin d'Oka. Mais par contre, par les égouts, oui. Mm-hmm. Et tous mes voisins, d'ailleurs, ils ont 5 pieds d'eau dans leur sous-sol. Là. De par les égouts. Par les égouts, effectivement. Et l'autre problématique est arrivée quand ils ont arrêté les égouts dimanche dans la nuit ou lundi dans la nuit. Là. Excusez-moi, j'étais un peu perdu dans les journées, là. Mais c'est qu'on s'auto-inondait parce qu'on sortait à gros tuyaux l'eau de nos sondes pompes. Puis elle rentrait. Mais ça ne s'évacuait pas dans la rue, fait que ça accumulait dans la rue pour revenir vers les maisons. Wow. Donc, on a mis des sacs. Il y a des bénévoles qui sont venus nous aider. L'armée est venue nous aider. On a mis des sacs pour se protéger nous-mêmes des inondations. Et encore aujourd'hui, on se parle, on est vendredi, là. Et puis, l'eau, elle revient, là. Encore. L'eau, elle sort encore, là. T'as pas dû dormir beaucoup dernièrement, là? En fait, samedi, dimanche, lundi, de nuit, pas du tout. Et puis, ou presque, là, on se levait aux heures pour aller vérifier quand une pompe arrêtait. Puis là, il fallait partir la deuxième parce qu'une pompe normale de la maison ne fournissait pas
L'eau rentrait plus vite qu'on la sortait. Qu'est-ce que tu as, un plein pied? C'est une maison à 2 étages? Oui, en fait, c'est un bungalow C'est bon, avec oui. un sous-sol terminé, dont même un bachelor. Donc, j'ai un garçon qui habite dans le bachelor. Anthony est en bas. Et puis, on a tout monté en haut. Donc, le haut est bordel parce que pour sauver le plus de meubles possible, de matelas, parce qu'on sait que les assurances, moi, j'ai parlé avec beaucoup de les voisins, il va y avoir une grosse problématique avec les assurances parce qu'on est assuré pour les refoulements d'égouts. Mais là, ce que les compagnies d'assurance ont répondu à certains de mes voisins, Pas pour des débordements. si Dans est les cas de causé débord- ouais. à cause de l'inondation, ils Exact. ne sont pas couverts. Fait que là, on va se fier à ce que le gouvernement va donner dans ces cas-là. Et puis, mais ça va coûter très cher. Puis on en parlait justement avant qu'on commence les zones. Là. Il y a des histoires d'horreur en plus là, à travers tout ça, là, des gens qui profitent de la misère du monde pour aller voler là, et tout ça. Ça, c'est complètement terrible là, de voir ça. Mais en même temps, il y a des beaux gestes de solidarité. Puis on s'est dit, nos voisins, on va se faire un barbecue pour la première fois cet été, en plein milieu de la rue, tout le monde ensemble, parce que là, à la fin, on connaît... les J'imagine. prénoms, ça c'est Pierre, ça c'est Jacques, Plus on que- s'entraide. plus qu'avant, là. Ben, beaucoup plus qu'avant, C'est ça ça. c'est évidemment. Là. Ça, c'est C'est sûr. c'est spécial que ça prenne souvent des Oui. catastrophes comme ça pour rapprocher le monde. Tout à fait. C'est spécial parce que tu connaissais-tu tes 4 voisins d'en avant, d'en arrière, de chaque côté Pas du ou tout. pas du tout? Pas du tout. Je connaissais le voisin immédiat où on a une maison très similaire, puis c'est les deux cours sont séparés par une clôture frost. Là. Donc, eux, on s'est jasé une couple de fois, mais bonjour, je savais pas son nom, je savais pas mon nom. Et là, je pourrais vous dire qu'il y a d'à peu près 4 maisons de chaque côté, puis les mêmes 8 maisons en face. On connaît nos noms, on connaît nos Vos situations, histoires. puis nos histoires. Puis, on se voyait, on savait, des fois la police, effectivement, cartait, puis quelqu'un avait oublié son permis de conduire. Des fois, se fiait à nous, disait oui, c'est le voisin qui reste en diagonale, Ah, fait que laissait passer les gens. Mais là, maintenant, ça l'a pris, effectivement, Daniel. Malheureusement, ça prend des fois des événements comme ça pour rapprocher les gens. Puis il y a peut-être quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. Puis aussi, on devient aussi des... Moi, je suis pas manuel pour Saint-Saëns. Contrairement à vous, vous voyez, je suis habillé en cravate, pas en chemise. Je suis un entrepreneur dans la vie. Là, puis j'enseigne même l'entrepreneuriat. Mais là, j'ai dû me débrouiller avec Tu retrouves ses les pompes. manches. Je pourrais donner un cours de pompe maintenant, je pense. Ouais, c'est tout en mode survie, là, je veux dire. C'est Puis, exactement. Puis là, t'es prêt à prendre tout, t'es prêt à tout faire. Puis les priorités changent vite, hein? Puis à la radio, il disait que c'est beaucoup d'hommes présentement qui craquent dans cette situation-là parce que, tu sais, nous autres, on est les gars de la maison. Hein? C'est nous autres qui protègent le foyer, Ouais. puis on est les gars de la maison, puis pas on été est fait fort. Mais puis- on n'a pas été capable, là. Et là, c'est au-delà de nos forces. C'est Tu sais, ça. l'eau puis le feu, c'est dévastateur. là. incontrôlable. Puis Ouais. c'est ça, on n'a pas le contrôle. Et des hommes là, dans la rue, là, parlaient avec le policier, des hommes qui refusaient de quitter la maison. Puis les policiers, en passant, la SQ a fait une job incroyable, autant humaine que leur travail. Puis tu sais, les gens vont dire « Ouais, mais les autres, ils ont été payés tu sais, pour être là. » On comprend, là, mais ils n'étaient pas obligés de la faire bien, leur job, Ouais, pareil. puis ils sont l'ont bien beaucoup, là. Je veux dire, tu disais que quoi, 80% des SQ sont Ouais. à Sainte-Marthe-sur-le-Lac présentement. Oui, ouais. Ou c'est le lac rendu à Sainte-Marthe, là, comment tu disais ça tantôt? Le lac sur Sainte-Marthe. Le ouais. lac sur Sainte-Marthe. Comment se passe le... Excuse, Ouais. Sébastien, comment se passe le processus d'alarme, là, puis de... Parce que ça s'est passé à Ouais. 7 heures le soir, la digue a 6h30 à peu près. là, lâché à ça, 6. Comment ça s'est passé à partir de ce moment-là? Dans ton cas, as-tu entendu des sirènes? As-tu vu du monde courir dans la rue? Oui, tout à fait. Puis on a vu la 640 qui mène vers Sainte-Marthe, là, soit par De-Montagne ou par Saint-Joseph. C'était des lignes de voitures de police ou même l'armée qui arrivait. Là. Fait que C'était là, congestionné. Oh oui, tout à fait. C'était très difficile de me rendre à la maison parce qu'ils priorisaient évidemment toutes les SQ qui s'en venaient, mais ils étaient déjà à Mascouche. Il y avait bâti un quartier général, si on veut, à Mascouche, tout dépendant où s'il y avait une catastrophe qui arrivait par les inondations, soit à Laval-Ouest, soit à Saint-Eustache, Pointe-Calmet, peu importe où. Là, ça tombait à Sainte-Marthe à cause de la digue lâchée qui était en glaise, si on veut, là, l'eau elle a poussé. Et puis, fait que c'est quand même été rapide qu'il soit là. Moi, le temps que j'ai parti de mon souper pour me rendre à la maison, la plupart des policiers étaient déjà arrivés. Là, C'est sur ça, parce place. que toi, tu as regardé ton cellulaire. Oui, j'ai vu une alerte Tu as de vu une la alerte presse. dans la presse. C'est quoi, Ouais. ça a sonné, quoi? Je veux dire. Oui, bien, des fois, tu sais, on regarde, on est dans un souper, on regarde notre téléphone, puis là, je vois la presse. Fait que je fais juste, avant de le pousser, je vois le titre, puis c'est marqué Digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là, t'as pas fini de souper, Puis là. il dit, It's my hometown, là, c'est chez nous, ça. Fait que j'ai appelé mon gars qui revenait d'une partie de hockey, puis il dit, ben oui, papa, je suis pas capable d'aller à la maison, on est évacué, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, j'ai quitté le souper. Non, j'étais même pas. T'étais pas rendu, t'étais pas chez vous, là. Non, j'étais pas Ouais. chez moi. Hey, Non. dans un souper, mais ça, t'as pas soupé là. Ça a Let's go, terminé on là. s'en va. Non.
Puis là, t'es en mode panique ou... Ben, oui, puis non, dans le sens panique, mais tu sais pas de quoi. Tu sais, la maison, es-tu touchée? Ils font-tu évacuer tout le monde? Puis après ça, tu sais. Là, quand t'arrives là, sur place, là, c'est ta constatation, c'est quoi? Là? Sur ma rue, le samedi soir, il n'y avait rien. Okay. Donc, on a quitté avec des effets personnels. J'ai été porter les enfants chez ma soeur qui habite à Laval, tout près du Centropolis, là, tout près du cégep Montmorency. Je suis revenu chez moi malgré l'évacuation. Là, on n'a plus d'électricité, plus d'eau. Ils ont coupé l'eau, ils ont coupé l'électricité, évidemment, parce que l'eau et l'électricité, c'est pas un bon ménage. Et puis, j'ai couché là. Mais le dimanche matin, aux petites heures, quand je me suis levé, l'eau était rendue sur ma rue. Là. Le lac était rendu sur ma rue. Ça a pris 45 minutes pour remplir certaines maisons entre la 21e et la 37e, à peu près, la 35. Hey. 45 minutes, les maisons remplies. Non, et puis c'est rapide, pareil, là. C'est très rapide. Quand on est allé voir, nous autres, Louis et Brigitte, là, chez eux, là, après 1 kilomètre de canot, on rentre chez eux. Ils nous expliquaient un peu comment ça s'est passé. D'abord, moi, je savais que son sous-sol était tout inondé, mais je veux dire, juste d'ouvrir la porte puis de voir l'eau à la dernière marche, tu te dis, ben voyons donc, tu sais. Ouais. Puis là, il me disait, Louis, il dit, je pense que c'est son voisin qui a dit, « Hey, l'eau est rendue dans ma cour, un peu en panique. » Puis là, lui, il dit, « Bah, je vais sortir une coupe de sacs de sable, tout le kit. » Fait que là, il commence à tranquillement s'installer, tu sais, pas trop de panique, là. Ouais. Puis là, il regarde, puis là, il voit l'eau avancer vers sa maison, mais assez vite, là. Puis là, il fait comme, OK, ça marchera pas, là, les sacs de sable, ça sera pas assez. Non, ça, c'est certain. Là, il rentre en dedans, il dit à sa fille, OK, on commence à monter du stock. Fait que là, parce qu'eux autres, leur compagnie est dans le sous-sol, leurs employés travaillaient dans le sous-sol. Non, leur équipement est là. Puis... Leur équipement est là, leur équipement est tout dans le garage. Fait que là, la panique s'installe un peu plus. Il y a des jeunes enfants là-dedans, puis là, c'est comme, let's go, là, on embarque dans l'auto, puis on s'en va, parce que bientôt, on ne pourra pas prendre l'auto. Exact. Fait que c'est comme une question de minutes, là. Tout à fait. Il y a des autos qui n'ont pas eu le temps de partir. C'est ça, on en a vu, nous autres, plein d'autos, là, submergés, là. Ah ouais. Ouais. Puis là, il sur disait la 40e, il n'avait. Un coup parti, c'est à la 22e. Ah ouais, il a dû dépasser des autos sur les terrains des autres parce que ça bloquait, le monde, il bloquait. Comme dans les films. C'est vraiment... C'est ouais. Puis sais-tu ce qui m'a... Ça, c'est le voisin d'en face. Wow. C'est son sous-sol. C'est ça, tu sais. De chez nous, on est à la 40e avenue, là, quand même, là. Mais moi, là, j'ai envie de vous poser une question, OK? Parce que c'est sûr que là, je vais parler de ce cas-là parce que je le connais très, très bien. Puis c'est des amis à moi, là. Comme tu disais, il va avoir combien d'histoires à raconter, là, tantôt, là, plein, là. Puis je veux pas faire de comparaison, mais c'est sûr qu'il y a des histoires pires que d'autres, là, tu sais, dans le sens où moi, demain matin, je me fais inonder, c'est une catastrophe, mais ma vie continue financière, on va dire. Dans le sens où mon entreprise n'est pas chez nous. Ma femme, elle travaille, moi, je travaille. Tu sais, je veux dire, c'est pas c'est matériel, là, tu sais, c'est comme un stress qui est là, c'est sûr. Mais, tu sais, Brigitte puis Louis, eux autres, ils ont quitté leur emploi un après l'autre. Ils ont parti leur entreprise. Tu sais, c'est quoi l'entrepreneuriat, là? Je veux dire, puis ils font plein d'affaires. Ils font des chandails pour des sportifs. Ils font des camisoles, tu sais, pour courir, pour faire du vélo. Ils font plein d'affaires pour des articles promotionnels. Tu as besoin d'une tasse, d'un verre, de la gravure, tu sais. Enfin, plein d'articles promotionnels. Puis, ils le font avec passion. Ils font personnaliser. Ils sont toujours là pour... Tu sais, comment est-ce que ça marche? Tu organises une affaire, tu dis, j'aimerais ça avoir des verres gravés avec un logo dessus. Puis toi, tu vas remettre ça à des gens samedi soir. Fait que bien souvent, tu vas te prendre la dernière minute des fois, puis là, tu vas les appeler, puis là, tu vas dire, tu sais quand même faire ça pour samedi soir? Puis là, elle va dire... puis là, elle va essayer. Elle va essayer, puis là, finalement, hey, je vais le faire. Puis là, finalement, vendredi à 5h, t'as tes verres, tu sais. Puis c'est toujours un peu ce genre de relation-là qu'elle a avec ses clients. Puis moi, pour avoir parlé à bien du monde qui font affaire avec elle, dont, tu sais, moi, je suis habitué de faire affaire avec elle, c'est souvent de même, tu sais. Fait que c'est du monde qui se donne. Ouais. Puis... alors, ça, pour te dire quoi, la question que je voulais vous poser, c'est ça, c'est que là, ils ont eu la croissance, ils ont eu des difficultés, veut pas avec cette entreprise-là, ils ont pris des risques, ils ont tombé, ils se sont relevés, puis là, ils commençaient à sortir la tête de l'eau, là. C'était pas sorti. Faut pas faire un jeu de mots, là. Ouais, exact. Ouais. Tout à fait. Puis il manque certaines protections, ils ont perdu des affaires. C'est du gros matériel. Puis il y a d'autres mondes, c'est leur fonds de pension qui vient de partir. Tu comprends? Il y en a d'autres, c'est leur futur. Ouais. Là. Oui, il y a tous ces entreprises-là. Il y a une dame qui reste dans ces avenues-là, elle a une garderie à la maison. Ouais.
Puis là, elle peut pas garder les enfants. Fait qu'il arrive quoi avec elle? C'est son... Tu sais, moi, j'ai son plus... gagne-pain. C'est mon gagne-pain. Moi, je suis chanceux, je suis un entrepreneur, je gère un peu mon temps, je suis dans l'enseignement. Je vais m'en sortir. Mais ma femme est partie travailler. La plupart, partent de chez eux, vont travailler, ils vont habiter à quelque part d'autre pendant un certain temps, ils vont avoir du revenu. Mais ces gens-là qui perdent du revenu. Puis elle, puis Louis, puis Brigitte, pour gagner leur revenu, ça leur prend des appareils. On est allé sauver une couple d'appareils. Il y avait pour, je pense, dans mon camion, il y en avait pour 100 000 $, d'appareils qu'ils ont pu sauver. Là. C'est des gros appareils. Là. C'est pas des affaires, c'est pas des petites affaires. Il y avait une imprimante, je pense qu'elle valait, pas elle valait, mais elle pesait 500 livres, qu'ils ont mis dans un Zodiac d'armée. Ça mesurait 8 pieds de long, là, cette imprimante. C'est des grosses affaires. Puis ils ont une grosse machine qui est submergée. Je sais pas s'ils vont réussir à la récupérer. Ils disaient qu'en la sortant de l'eau, il fallait la sécher le plus vite possible pour essayer de la sauver. Mais mon point, c'est celle-là. Ma question, c'est celle-là. Tu perds, mettons, du matériel qui fait que tu peux plus travailler demain matin. Là. Tu fais quoi? Vous autres, vous feriez quoi? C'est quoi que tu... C'est quoi tu ferais, toi, Dan, je veux dire, dans une situation comme ça? Moi, honnêtement, je ne sais pas comment je réagirais. Puis je pense que c'est difficile de savoir, tant que tu le vis pas, comment tu vas réagir à des situations de même. Je sais pas, je regarde Louis puis Brigitte, puis on s'en est parlé, puis je me dis, c'est surhumain, là. Eux autres, ils réagissent, sont positifs, on était chez eux peut-être 3-4 heures ensemble cette semaine. J'ai jamais entendu Louis ni Brigitte chialer sur rien. Puis Louis était dans un mode, c'est le gars des opérations, c'est le gars de production. Puis il était dans un mode là, où il était en train de sortir des commandes le soir parce qu'il avait figuré en calculant, je sais pas trop quoi, que sa machine allait être placée à telle place, puis elle allait être capable de produire. Non seulement ça, il dit ta femme va avoir ses verres, parce qu'en parlant de verres gravés, ma femme, elle a fait faire des verres gravés pour remettre à des commanditaires pour le Club des Espoirs Laval. Tu vas avoir tes verres à soir. Il dit, tu vas avoir tes verres demain. Puis je dis, non, Louis, oublie les verres. C'est pas grave là, que les commanditaires n'aient pas leurs verres. Là. Il dit, tu vas les avoir. Je dis, non, Louis. Ils ont sorti les verres. Le lendemain matin, ma femme reçoit un appel. Les verres sont prêts, viens chercher à telle place. Ça faisait partie d'une de mes réponses, ça. Parce que je pense pas qu'il y ait une réponse très précise à ta question. Mais un des aspects, c'est la personne elle-même. Il y a tout l'aspect aussi des ressources, d'essayer de retrouver d'autres ressources, puis se refaire, mais il y a aussi la personne. Puis un entrepreneur, ça le dit dans le mot, ça l'entreprend les choses, ça fait arriver les choses. Puis même dans l'enseignement qu'on fait, on parle de... Puis là, c'est un exemple exactement de ça. Là. On parle de la peste. Puis la peste, on parle pas de la maladie espagnole qu'il y a eu dans le temps. Okay. C'est les influences sur un secteur d'activité ou sur un marché qui est politique, économique, social, technologique et écologique. Donc, il y a une influence écologique sur des marchés. Et on prend par exemple, mettons, comme moi, plutôt, on rouvre un terrain de golf demain matin. Agriculteur, mettons. Ou un terrain de golf, puis il pleut tout l'été. Bien, il y a une influence, il y a une menace écologique sur mon projet. Okay? Tout à fait. Donc, quand on part en affaires, on doit même prévenir ces opportunités et menaces-là qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les décisions, les politiques de demain. On ne contrôle pas l'économie de demain. Si les gens vont se marier ou pas, s'ils vont avoir des enfants ou pas. Ça fait partie du risque. Exactement. Ça fait partie du risque, mais en même temps, je ne peux pas le donner comme excuse. Sinon, tu sais, la différence entre un employé et un entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il n'y a plus d'excuses. Un employé peut toujours avoir des excuses. C'est l'équipement, c'est le patron, c'est mon collègue, sa température. Mais l'entrepreneur, il n'a plus d'excuses. Il faut qu'il fasse arriver les choses. Et ça prend pas d'option. Là. Il n'y a pas d'option, à part de tirer la plug. En mode solution. En mode solution. Ou je tire la plug. Puis en passant, il y en a beaucoup qui ont tiré la plug. La RBC dit que 85% des entrepreneurs tirent la plug à l'intérieur des 24 premiers mois parce que c'est les 24 premiers mois qui sont les plus difficiles. Non, on ne parle pas des 24 premiers mois d'une catastrophe. On parle des 24 premiers mois de lancement en business. Là. Exactement. Tu sais, quand tu as passé à travers ces 24 premiers mois-là, quand tu dis il y en a 85 qui tirent la plug, ça veut dire que ceux qui sont restés, ils ont sûrement dû penser à tirer la plug. Il y en a qui ont eu du succès. Il y en a d'autres qui l'ont peut-être étirer l'élastique encore plus. Il y en a qui ont peut-être tiré la plug 36 mois plus tard. Il y en a qui ne pouvaient pas l'étirer, l'élastique. Il y en a qui ne pouvaient pas l'élastique. Puis là, eux autres, s'ils l'ont étiré, là, Brigitte puis Louis, là, puis que là, finalement, ils ont pas tiré la plug, mais ils ont passé à travers le pire, puis qu'une catastrophe arrive après ça. Tu te dis, non, c'est comme... tu sais, moi, je connais pas tous les détails de ces entrepreneurs-là, de vos amis, puis il n'y a pas de jugement, tu sais, dans le sens que il y en a qui ont une catastrophe fait en sorte qu'ils ne peuvent pas se relever. Mais ils vont revivre une autre start-up, tout simplement. Là. Exact. Dans le fond, c'est ce qui va arriver, c'est que ça va être un autre start-up avec le même défi. Il va falloir qu'ils explorent, qu'ils revoient leur modèle d'affaires parce que
Pourquoi revoir leur modèle d'affaires? Parce que là, il y a des ressources peut-être qui étaient affectées, autant financières que matérielles. Et puis là, de voir tout simplement l'emplacement. Juste ça, il faut qu'ils revoient leur modèle d'affaires. Donc, ils vont revivre une phase d'exploration qu'on appelle en start-up, parce qu'une start-up, c'est pas la petite version d'une grande entreprise. Là. C'est une entité temporaire avec une zone incertaine. Fait que ça répond à ta question. Là, ils sont dans une zone incertaine. Ils ont beaucoup d'hypothèses dans la tête probablement en ce moment. Ils vont devoir valider ces hypothèses-là pour arriver à des solutions, comme en laboratoire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une phase d'exploration. Et revivre une start-up, puis trouver des solutions. Puis, c'est sûr qu'elle n'était pas prévu cette start-up-là. Là. Les autres étaient prévus de continuer. Là. Quand tu es en business, tu es souvent tout seul. Hein, je veux dire, c'est pas tout le monde qui part équipé là, d'un gros réseau derrière. Même, il y a des fois, il y a plein de monde qui disent « Pars pas en business, ça ne marchera pas ton affaire. » Des fois, il y a du vent de face quand tu pars en affaires incroyable autour. Même des gens proches, la famille, des amis, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, fais attention, fais pas ça, blablabla. » Toi, tu le fais pareil. Il y a plusieurs années, il y a un type que tu connais peut-être à Québec, Sylvain Boudreau, qui a fait des conférences toute sa vie. Là. Puis il y avait là-bas, ils ont parti qui s'appelle le Club Kaizen, qui est du réseautage à Québec. Il y a plusieurs groupes d'une vingtaine de gens d'affaires qui font du réseautage, un peu comme ici, on voit le BNI ou des choses comme ça. Nous, on a parti semblable à ça ici, qui s'appelle le Club Inc. Et puis, Sylvain, il disait à un moment donné, quand je l'ai côtoyé là-dedans, il disait, tu sais, quand tu pars un groupe de réseautage, oui, c'est pour faire de la business, oui, c'est pour référer du monde, mais au-delà de ça, ça crée un climat, un filet de sûreté. Un filet de sûreté que s'il arrive quelque chose, si tu vis des difficultés, tu as des gens à qui tu peux parler, puis il y a comme du monde qui te comprennent, puis qui peuvent t'aider, tu sais. Puis je peux te dire que moi, dans les derniers jours, je viens de le voir, là, ce Club Inc-là est derrière Louis et Brigitte. Il y en a un là-dedans, c'est un électricien, l'autre, c'est un agent d'immeuble, l'autre, c'est... On a plein de réseau, hein? C'est un réseau. C'est ça. Puis là, tout le monde peut faire quelque chose. Puis les gens qui ne sont pas entrepreneurs, ils ont leur réseau personnel. C'est le même principe, sauf que l'entrepreneur a besoin d'un autre réseau pour sa business. C'est comme une entité à part, une entreprise. Hein? Fait que si la personne personnelle elle a besoin de son réseau, soit ses amis, sa famille, pour s'aider, mais l'entrepreneur, il a besoin de la même chose. Puis des fois, on a un mentor, des fois, on a des gens à qui on peut se référer. Mais tout à fait, le réseau va beaucoup l'aider, probablement. Ces références-là vont beaucoup l'aider également. Et ils vont se remettre, ils vont trouver des solutions. La façon que vous m'en parlez, puis la façon que vous décrivez comment il a vécu la situation, puis qui est en mode solution au lieu de en mode on abandonne, là. Moi, je ne suis pas inquiète pour eux. Là. Même qu'ils peuvent devenir plus forts après, peut-être. C'est ce que je disais tantôt. Je leur souhaite. Là, puis mais si on reporte il y a, je sais pas, 100 ans, on va dire, il y en avait beaucoup de petits commerces il y a 100 ans, hein? Avant que les grosses entreprises débarquent, là, puis qu'il y ait des gros jobs avec des gros fonds de pension, des assurances, la patente, là, il y avait fuck all ici, là. Il y avait des petits entrepreneurs à gauche puis à droite, puis il n'y avait pas d'assurance, puis tout le monde... c'était ça, là. Mais c'était moins accessible, l'entrepreneuriat, il y a 100 ans qu'aujourd'hui, par contre. Oui. Beaucoup moins de ressources, moins... L'écosystème entrepreneurial n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. On parle à tous les organismes. Même vous autres, vous en faites partie maintenant de l'écosystème avec tous les organismes que vous êtes en train de mettre sur pied. Mais là, 100 ans, il n'y avait pas ça. Puis même la mentalité de l'entrepreneuriat était très différente. On formait des gens à devenir des CEO de leur propre entreprise, au lieu justement de les former à être en start-up puis en démarrage. Oui, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est quand il arrivait quelque chose, une entreprise, mettons, que tout le monde avait besoin, parce que c'était tous des besoins primaires même. Quand ton boucher passe au feu. Le magasin général passe au feu. Tu l'aides à revenir. Non, mais c'était pas juste des catastrophes, là. C'était, tu recules, là, 100 ans. T'avais un enfant, la famille arrivait, puis elle a aidé la mère pendant 2-3 semaines. Toutes les fois où il y avait quelque chose qui arrivait, un événement quelconque, tout le monde se ralliait autour. Aujourd'hui... Mais c'est ce qu'on entend, en tout cas. Je pense que c'était comme ça, là, parce que j'imagine que c'était pas... C'est vrai, ces histoires-là, qu'il y avait de l'entraide, on va dire ça, là, très, très... Le communautaire n'existait pas, mais ça existait, dans le sens qu'il n'y avait peut-être pas d'organisme communautaire. Autant comme aujourd'hui. Le geste était là sans être sur une bannière. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, je sais pas.
Je sais pas si... oui, il y a des belles histoires de solidarité entre voisins, comme tu disais tantôt, tu as appris à connaître tes voisins, etc. Mais je sais pas à quel point il y a des gens qui... Puis tu sais, moi, c'est parce que je connais du monde. On dirait que si je connaîtrais pas personne à Sainte-Marthe qui était sinistré présentement, j'aurais pas ce sentiment-là que j'ai aujourd'hui. Mais non, c'est clair. C'est comme loin. Puis je suis même curieux. Je me pose même la question, il y a combien de population à Sainte-Marthe? Mettons les environs, là, Sainte-Marthe, Saint-Eustache. En tout cas, Sainte-Marthe, le 6 000, il disait que c'était un tiers. Tiers montagne, mettons. Ça ferait 18 000, tu sais. Non, mais si, mettons, tu mets... Saint-Eustache, c'est beaucoup plus. Là, c'est Saint-Eustache, Deux-Montagnes, c'est proche. Je veux dire, si toute cette communauté-là qui est proche, physiquement, sentait à quelque part un peu impacté parce qu'on est proche, je sais pas, il y aurait probablement plus de dons qui se feraient, probablement plus d'aide sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Parce que puis il y en a beaucoup de dons. La Liberté Jeunesse, qui est l'école secondaire à Sainte-Marthe, là, elle est pleine de dons. Il y a des gens qui préfèrent aller dans les rues donner les dons directement. Ouais. J'ai vu une famille que la mère, elle a amené son adolescente qui avait je sais pas combien de paires de jeans. Et elle était téléportée directement. Puis l'adolescente, même, elle était revenue de là, puis elle fait « Je suis sous le choc » parce que moi, je me plains quand j'ai pas assez de jeans, quand on a à peu près 80 dans le garde-robe. Est-ce que tu arrêtes de te plaindre quand tu vois des affaires de même? Exactement. Mais en même temps, c'est le contrôle aussi. Je parlais avec la Sûreté du Québec, on en parlait tantôt, malheureusement, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie aussi, puis il y a des gens qui sont un peu bas là, dans leurs pensées, puis ils ont des difficultés entre les deux oreilles, d'après moi, là, puis ils s'en vont. Et là, contrôler ça, il y a quelqu'un qui a volé, qui s'est fait passer pour un livreur de pizza. Fait qu'il a passé avec un auto avec une fausse boîte de pizza à côté, puis finalement, ils l'ont pogné en revenant avec une pompe chez quelqu'un. Fait qu'à cause de ça, tu te dis, il y a comme une barrière pour aller donner directement. C'est ça. Moi, mes amis m'ont dit, on voudrait bien aller t'aider, mais si on est arrêté au coin de la rue, fait que là, moi, il fallait que j'aille au coin de la rue pour l'exhorter. Il y en a qui sont venus m'aider, mais c'est surtout entre nous qu'on s'est aidé aussi, là, comme vous disiez tantôt, les voisins entre nous. Des mots d'encouragement, tantôt, je voulais juste rajouter aussi, tu as tout l'aspect psychologique aussi derrière tout ça aussi. Il n'y a pas juste l'aspect matériel. C'est certain. De s'enlever les enfants, la logistique aussi derrière. Là, je pense aux enfants, là, tu vois tes parents là, qui sont stressés. Oui. Puis ta routine est toute défaite. Toute défaite. Quand tu es habitué d'aller porter l'enfant à la garderie, puis après ça, aller travailler, puis là, tu es dans une situation comme ça pendant une semaine. Moi, c'est beaucoup plus le sommeil qui m'était affecté que du matériel. Mais est-ce que je suis aussi productif cette semaine au travail que si j'avais eu mes nuits de sommeil? Probablement pas, puis sûrement pas. Mais tu es sur l'adrénaline quand même. Là, je suis sur l'adrénaline. Ça va tomber, ça. Ça va tomber. J'espère juste pas dans les prochaines 45 minutes avec vous autres. Ben, tu sais, lui, à matin, il faisait un message sur Facebook parce qu'ils mettent des vidéos, puis j'en ai mis aussi, parce que, tu sais, je me dis, on sait jamais qui peut tomber là-dessus, puis peut-être qu'il y en a qui ça va les sensibiliser à les aider, tu sais. Mais toujours est-il que lui, il se lève à matin. Là, écoute, il s'était acheté une roulotte cet été. Puis là, ils l'ont reçu il n'y a pas si longtemps. À cause de la roulotte, ils ont dû acheter un pick-up. Fait que, tu sais, juste ces deux affaires-là, ces deux éléments-là, ça change tout pour eux autres, parce que le pick-up, il sert en maudit. Puis on s'entend que la roulotte, il dort dedans. Fait que, il était dans l'appréciation, puis il disait c'est un ange qui nous protège ce matin, tu sais. Puis j'en revenais pas, tu sais, je me disais... Et puis là, moi, je suis dans un rush là, de dernière minute pour partir en voyage là, avec ma femme, tu sais. Puis je te le dis, en ce moment, là, c'est pas que rien me dérange. Ce qui me dérange, c'est que je me stresse avec des niaiseries encore, parce que, je sais pas, des fois, on stresse avec rien. Puis là, à chaque fois, je pense, écoute, je faisais du bike hier, je pensais à lui. Là, aussitôt que j'ai une pensée négative, on va dire, qui rentre dans mon cerveau, parce qu'on en a, des pensées négatives qui rentrent dans nos cerveaux. Je sais pas si ça vous arrive, vous autres, là, mais en tout cas, moi, des fois, ça m'arrive. Aussitôt, on dirait que je pense à eux. Puis là, je me dis... Ça va arrêter un jour, ça, dans le sens que je vais arrêter de toujours... Mais il faudrait pas. Je pense que c'est une claque en arrière de la tête que j'ai eue de dire, sais-tu quoi, Sébastien, là, plains-toi plus, puis accepte pas que le monde se plaigne autour de toi. Je sais pas, ça fait un peu cet effet-là, non? Oui, mais tu sais, je disais à quelqu'un cette semaine... tu viens plus fort là-dedans, puis on disait que, tu sais, puis Daniel disait, tu sais, t'as une espèce d'adrénaline, une question de survie, puis des fois, on peut se surprendre nous-mêmes, tu sais, tu disais, ben moi, je sais pas comment je réagirais là-dedans, je pense que je passerais pas au travers. Tu sais pas. Tu sais pas, probablement, tu passeras au travers peut-être mieux que quelqu'un d'autre. C'est que des fois, là, c'est là, on dirait qu'on va chercher soit le meilleur de quelqu'un,
ou le pire de quelqu'un. Mon Tu sais, chum Fred, là, il disait, ceux qui volent, là, c'est le pire de Ouais. ces gens-là. Mais l'entraide, puis l'adrénaline que votre ami a, puis la pensée qu'il a, puis le positivisme qu'il a, ben, on est en train de voir le meilleur de Louis. Ouais. Vous comprenez? Ouais. On dit Parce souvent que dans les situations l'événement les fait en pires, sorte que c'est ça l'être produit humain ça. est à son meilleur. Exact. En tout cas, il y a Il une est affaire qui- inspirant, en tout cas, ça c'est clair. C'est clair, puis j'ai encore la senteur, là, puis je veux pas, on va revenir là-dessus, on va closer tout ça, là, mais tu sais, quand tu dis une scène d'apocalypse, une scène de film, là, le silence. Mm. Tu sais, un quartier, peu importe la saison, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, le printemps, t'as une souffleuse, t'as des jeunes qui courent dans la rue, t'as des bruits d'équipement, t'as des autos qui passent. Là, c'était rien. Une Rien. zone abandonnée. C'est une zone abandonnée. C'est Ben, intimidant. et l'odeur. Et l'odeur. L'odeur. Et je voulais arriver là-dessus parce que Ah ouais. il y avait de l'odeur d'essence partout. Moi, c'est l'odeur d'essence, là. Puis j'ai vu des poubelles, j'ai vu des cochonneries flotter partout. Puis là, je veux dire, les égouts ont remonté. Tout l'eau est contaminée partout. J'ai vu plein de voitures remplies d'eau. Des voitures de police avec les sirènes qui sortent de l'eau. Je veux dire, Ils n'ont pas eu le temps. Ah ouais, c'est un film. C'était comme un Puis film. là, présentement, tu te promènes en bicycle ou à pied, là. Aller dans les rues que l'eau a évacuées. Et là, tu vois, écoute, il y a une maison mobile, il n'y a même plus sur le même terrain. Elle a plus tout son sens de maison mobile, là. Et puis, mais tu te promènes et là, tu vois les déchets qui ont comme retombé. Et en même temps, tu vois les gens qui sont en train de vider leur maison, qui mettent ça sur le bord du chemin parce que tu mets ça où, là? Tu sors tout ton stock, là, Puis je pourrais vous montrer plein de photos puis de vidéos encore, mais il y a un de mes voisins qui a son meuble de télé, son meuble de... T'es rendu dans la rendu dans la maison du voisin. T'imagines-tu? Non, mais sa table de salon est accrochée sur la télé qui est au mur. Non. Parce que l'eau, elle l'a monté. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi le trou dans le plafond de ton sol? Il dit, c'est le frigidaire qui a monté puis qui a passé à travers le plancher. Fait que quand on dit que l'eau, c'est fort, là, Et là, tu te promènes dans les rues puis tu vois tous ces déchets-là. Il y a une odeur, il y a une atmosphère, c'est l'eau, puis ça a l'air, comme si ça il y va avait être eu un long, bombardement. avec le monde se remet de ça, ça va être tellement long. Les gens vont avoir besoin d'aide, pas juste là, ils vont avoir besoin d'aide pendant des années, là, c'est comme... Mais toujours est-il que là, il pleut encore, il annonce de la pluie, tout ça, tu te dis... c'est pas dégelé dans le nord encore. C'est pas dégelé dans le nord. Il y a peut-être d'autres personnes qui doivent capoter en ce moment-là, de se dire « Hey, moi, je veux pas vivre ça. » Puis là, je me dis... Aujourd'hui, quand tu vas acheter une maison, là... Ben, c'est mon point, je m'allais te mentionner. Imagine tous ceux qui ont une maison à vendre à Sainte-Marthe, dans la zone ou pas. Oublie ça. Parce que là, c'est rentré dans la tête des gens. Maison à vendre, ils vont regarder ville Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oh, non. Fait qu'imagine tous ceux que c'était important pour eux de vendre leur maison. Peu importe où tu vas acheter une maison, là, ça va devenir un enjeu à cette heure. C'est comme, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ici, ma maison s'inonde ou pas, là? Mais en même temps, Sébastien, chez nous, il n'y avait aucune possibilité. C'est ça. Il est arrivé une digue qui a lâché. Oui, c'est un peu de la mauvaise gestion qu'on peut appeler des niveaux d'eau. Ouais. Puis 2017, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Mais 2017 aurait été affaibli. En même temps, on a la ministre Lebel qui nous mentionne que c'était pas cette partie-là que le ministère a mentionné à la ville de réparer. Tu sais, la vraie, toutes les histoires. Puis moi, j'ai décidé de ne pas mettre mon énergie à trouver le coupable tout de suite ou de mettre mon énergie à pointer du doigt ou à pointer un gouvernement qui laisse des roulottes sur le bord des lignes pour ceux qui rentraient illégalement, mais ils pourraient aller porter les roulottes présentement à Sainte-Marthe pour ceux qui ne peuvent pas aller coucher à l'Olympia ou ailleurs parce qu'ils ont des animaux, entre autres, par exemple. Puis, tu sais, on peut mettre notre énergie là-dessus, mais moi, je décide de la mettre pour ma famille, ma maison, mes choses. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui s'est passé. Puis on va analyser à temps et lieu. Là. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Là. Chose certaine, les gens vont poser plus de questions et vont s'acheter une maison. Ça, c'est certain. C'est clair. Mais vous savez qu'il y a des endroits... la piste cyclable que je vous disais qui est dans l'ancien chemin de fer, c'était également la rive qui était là. Fait qu'il y a des gens qui ont été bâtis sur des digues et du remplissage. Ouais. À un moment donné, puis je donne pas la faute à ces gens-là qui ont acheté des maisons-là. Parce que la ville a donné les permis aussi. Là. Tout à fait. Puis, puis quand tu vois qu'à un moment donné, il y a genre 500 maisons autour de toi, là, tu tiens pour acquis que c'est correct. Là. Oui. Éric, tu as fait un saut en politique aussi un moment donné dans ta carrière. Oui.
Ça a duré combien de temps, ce passage en politique-là? En fait, c'est drôle que tu le mentionnes parce qu'ils m'ont rappelé dernièrement pour voir si je voulais redevenir candidat. En fait, mon saut en politique, j'ai été candidat, donc j'ai pas gagné mes élections, donc j'ai pas pu exercer le métier de député, si on veut, ou de politicien, là. Donc, j'étais peut-être dans un parti qui était très difficile au Québec. Le Parti conservateur au fédéral, c'est un parti qui est très difficile au Québec. Pour toutes les raisons là, qu'on peut nommer. Donc, là, ils m'ont rappelé dernièrement pour redevenir candidat. Mais avec tout ce que je fais et avec toutes les priorités que j'ai présentement, puis le timing n'est pas... il n'est pas mieux non plus, tu sais. Je veux pas je me suis tapé 3 campagnes pour perdre. Timing, es-tu bon pour te lancer en politique? Y a un bon timing? Non, mais la question que je me posais, c'est être un politicien en temps de crise comme ça, ça doit être quelque chose de tellement pas évident, je veux dire, parce que là, t'es dans un univers où ça prend un coupable à quelque part, puis là, on veut lancer des roches à quelqu'un, puis... Exactement. Je sais pas, ça doit pas être évident dans les souliers d'un ministre de l'Environnement ou... Même la mairesse. Ou la mairesse. Tu sais, moi, j'habite là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la mairesse, moi, je peux te dire qu'elle est cernée comme... On l'a jamais vu, là. Ils travaillent comme des fous, là, en ce moment, ce monde-là. Là. C'est pas évident, puis elle l'a pas voulu non plus. Non. Qu'on soit d'accord ou pas dans sa gestion de la situation de la digue, ils allaient la réparer là, en octobre. Il n'y a personne qui souhaitait ça. Là. Elle ne souhaitait pas que ça arrive. Il n'y a personne qui souhaitait ça. Puis tous ces gens-là qui travaillent, l'armée, les policiers, tout ça, il y en a qui travaillent vraiment beaucoup en ce moment. Puis ils viennent de partout. Hein? Lac-Mégantic, Maniwaki, Cowansville. En tout cas, comme je disais à la blague, c'est tout rendu mes chums. Là. on se voit 24 heures. Ils me voyaient sortir la nuit, réparer quelque chose, arranger quelque chose. Là. Et Dan, il disait que tu touchais à plein d'affaires. Ou c'est toi qui viens de dire que tu touchais à plein d'affaires? Non, c'est lui qui me disait... En fait, tu es enseignant en lancement d'entreprise? Entre autres, je suis enseignant en lancement d'une entreprise. Je suis en mandat aussi pour Entrepreneuriat Québec qui s'occupe justement de la formation à travers la province, donc dans les 17 régions administratives du Québec et les îles de la Madeleine. J'aime toujours rajouter les îles de la Madeleine parce que les 2-3 formés aux îles de la Madeleine, l'impact est aussi grand pour les îles que les 2-3 000 formés à Montréal, par exemple. T'es-tu allé? Aux îles de la Madeleine, non. Je suis jamais allé aux îles de la Madeleine. J'ai fait le tour pas mal avec Entrepreneur Québec au Québec. C'est beau, hein? Je veux y aller, En parlant d'entrepreneurs des îles de la Madeleine, il y a un jeune qui est allé partir son entreprise là-bas. C'est des petites huîtres, des mini huîtres qu'il met dans l'eau glacée. Puis là, ça pousse, ces huîtres-là. Puis après ça, il vend ça. À Boston, entre autres, là, les gens là-bas, ils adorent les huîtres des îles de la Madeleine. Ils sont comme plus salés que les autres. Je sais pas si t'aimes les huîtres. Puis même si il est plus tout petit, ils ont quand même ce goût-là. Oui, c'est ça. T'aimes-tu les huîtres? Non. Toi, Dan? Oui. Moi, je suis pas en manger une caisse par semaine. Là. Oui. J'en ai souvent dans le frigidaire. T'aimes vraiment ça? Oui. Mais à Boston, ça a l'air que c'est des amateurs. Tabarouette de belle business, pareil, honnêtement. Là, un jour, je vais l'inviter ici pour qu'il nous parle de ça. Mais c'est un jeune entrepreneur qui habitait ici. Puis qui finalement, eux autres, ils habitent là-bas. Je pense qu'ils habitent là-bas juste l'été, parce que dans le fond, l'hiver, on s'entend qu'il ne peut rien faire au niveau des huîtres. Là. Mais parle-nous de ça. Enseigner l'entrepreneurship, là. Tu disais tantôt que tu faisais partie d'un groupe de 600. En fait, on est 600, une centaine, un peu plus de 600 là, enseignants à travers la province dans à peu près 102 points de service. Donc, c'est des centres de formation professionnelle où il y a l'ASP, lancement d'une entreprise, qui est reconnu par le ministère. Mais je pourrais te dire que 100% des gens qui viennent suivre la formation ne sont pas intéressés par le diplôme, mais intéressés par la formation et l'accompagnement. Oui. Nous, la formation, elle est faite de façon où il y a l'enseignement, mais il y a également un coaching individuel à chacun des élèves. Il y a du mentorat là-dedans. Exactement. Parce que c'est ça, un diplôme. Mettons, je pars en affaires, c'est pas pour avoir mon diplôme, parce que je ne le donnerai pas à mon employeur, c'est moi l'employeur. Exactement. Fait que, mais je pars en affaires. Il y a beaucoup de gens qui font appel à ce service-là. Oui, c'est très surprenant. On regarde ici dans les Basses-Laurentides où le studio elle est. Il y a une cohorte pas loin d'une vingtaine de jeunes. À Laval, où j'enseigne également, tout près de 200 par année qui passent. Oui. Donc, c'est pas rien. Là. En tout, l'année passée, il y a combien de personnes qui ont passé là-dedans? Entrepreneuriat Québec, dans les 102, il y a eu tout près de un peu plus de 6000 entrepreneurs, dont 54% des femmes. Tu disais jeune aussi. Oui, de tout âge. La moyenne d'âge est de combien à peu près?
elle est vraiment large. Là, ça peut aller dans les différentes régions aussi, très différent d'une région à l'autre. Je sais qu'à Saint-Hyacinthe, la moyenne d'âge est un peu plus élevée. Ici, dans les Basses-Laurentides, très, très, très jeune, 19-20 ans. À Laval, plus dans la trentaine, je dirais. Mais on a des gens d'une 60aine d'années. Puis on a aussi, pas seulement différents groupes d'âge, mais différents bagages académiques. Donc, on a des gens qui viennent avec un DEP ou un DES. On a des gens qui viennent avec un DEC. Il y a des gens qui viennent avec un bac, des maîtrises, des doctorats. L'année passée, j'ai eu 2 élèves, des PhD de l'Allemagne, qui venaient ouvrir un centre médical à Laval. Wow. Fait que quand quelqu'un pose une question, tu as toujours une petite goutte de sueur qui te coule dans le front. Question de 2 paragraphes. Exact. Mais finalement, ça a super bien été parce qu'ils étaient là, ils apprenaient l'entrepreneuriat autant que la personne qui sort de son DEP cuisine qui s'ouvre sa pâtisserie. Là. Je veux dire, il n'y a pas de différence. C'est pas à l'école, on s'entend. Non. T'sais, traditionnellement, c'est pas enseigné à l'école. Ça devrait peut-être, parce que là, il y a une croissance pas mieux dire, Sébastien. Assez fulgurante, là, quand même, dans les... Parce que nous, on a fait une émission une fois, puis on a regardé chez les jeunes le pourcentage de jeunes intéressés à se lancer en affaires. Puis, sur une période de 15 ans, ça a parti de 10% d'intention à 40%. C'est quasiment une personne sur 2. Je ne vais pas faire un jeu de mots avec le nom Machine 4771, mais il y a une dame qui habite ici dans les Laurentides, que je l'appelle ma machine de guerre. Là. Elle est incroyable. Puis le ministère vient de mettre la main dessus. Il a fait appel à elle pour créer un programme pour éveiller les jeunes à l'entrepreneuriat dans les écoles secondaires. Donc, le ministère est au courant de ça, là, de l'importance. Ils ont commencé un petit peu dans certains cours. Mais là, vraiment, vraiment un programme là, basé là-dessus. Elle fait quoi? Elle aide le gouvernement à réfléchir à ce programme-là, comment l'implanter, comment... Il y a une réflexion qui se fait actuellement. Il y a des réflexions qui se font absolument. Et puis, la réflexion elle va à un point tel que même la façon de l'enseigner, l'entrepreneuriat, est en train de changer. Nous, on vit sur un programme présentement qui date plusieurs années, qui est complètement désuet, qui est bâtir un plan d'affaires. Puis si je demandais à vous autres, c'est quoi un plan d'affaires? Ton programme est désuet de bâtir un plan d'affaires? Oui. Okay. Oui, puis je vais vous l'expliquer pourquoi. Oui. C'est fun de lancer de quoi de même, mais après ça, on peut pas arrêter. Le show est fini. Le show est fini. En fait, je trouve ça cool que ça vienne de toi. Parce que tu regardes un peu de loin ou de proche. Des fois, tu croises des jeunes, mettons. J'ai croisé du monde qui sont passés dans des programmes d'entrepreneuriat. Puis souvent, tu dis, oh, t'es un peu là. Tu vas avoir toute qu'une surprise, mais que tu mettes les pieds sur le terrain. Là, parce c'est exactement ça, Daniel. Le plan d'affaires n'est pas l'outil pour déterminer le succès ou l'échec d'une entreprise. Okay? Puis souvent, moi, mes premiers cours, je commence toujours comme ça. Je leur demande, « Hey, là, vous allez dire à vos amis que vous faites un plan d'affaires. Parfait. C'est quoi un plan d'affaires? » Puis là, ils me disent, c'est un guide pour... OK, parfait. Je pourrais-tu faire un document qui est un guide et de ne pas l'appeler plan d'affaires? Est-ce que j'aurais le droit de faire ça? Oui. Parfait. Donc, c'est quoi un plan d'affaires? Un plan d'affaires. Puis là, j'ai toutes les bonnes réponses, mais je veux les amener à la réflexion qu'un plan d'affaires, c'est tout simplement un outil de vente pour recevoir quelque chose en retour. Un financement, un investisseur, une marge de crédit, une subvention, peu importe. Même un fournisseur, peut-être, va te demander ton plan d'affaires ou un propriétaire d'immeuble. Donc, c'est pour avoir de quoi en retour. C'est un outil de vente. Une vente, c'est une relation de confiance. On sait tout ça, les gens achètent la personne bien avant d'acheter peu importe quoi d'autre. Donc, le plan d'affaires, c'est un outil de vente pour donner confiance à la personne qui le reçoit, le plan d'affaires, que, vous avez un bon projet, vous avez une mission, vous avez des objectifs qualitatifs, quantitatifs. Que c'est sérieux. Que, deuxièmement, dans la deuxième section, que vous êtes le bon entrepreneur ou la bonne personne pour mener ce projet-là à cause de vos expériences de travail, à cause de vos formations, à cause de vos qualités entrepreneuriales. Dans la section 3, vous allez donner confiance que vous connaissez votre secteur d'activité, que vous connaissez votre marché, que vous connaissez votre concurrence, que vous connaissez les clients potentiels. Dans la section 4, que vous avez une stratégie. Donc, vous allez donner confiance que vous savez comment faire arriver les choses. Donc, la stratégie marketing de produits, prix, distribution, promotion, personnel, partenariat. Et finalement, dans la section 5, que vous connaissez toutes les ressources nécessaires pour votre projet, autant humain, financier que matériel, et votre plan financier viable et rentable sur 2-3 prochaines années. Mais ça ne va pas dire que tout ça va se réaliser. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre. Peu importe quelle étape de ce plan. Justement. Peut-être combiné comme la loto. Parties, C'est pas souvent, les gens se lancent comme s'ils avaient acheté un billet de loto, que j'appelle les entrepreneurs casino. Ils ont mis 25 cents dans slot machine, puis ils sont là, j'espère que ça va marcher. Donc,
le nouveau programme qui s'en vient, c'est basé sur le New Business Model qu'on appelle, donc le nouveau modèle d'affaires. Donc, au lieu d'avoir 40-50 pages, c'est sur un one-pager, si on veut, là, et tu as tout ton modèle d'affaires avec la proposition de valeur. Et ça, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Parce qu'au lieu d'appeler maintenant ton offre ou ton produit là, comme un offre, c'est une proposition de valeur. Donc, c'est comme si tu offrirais un cadeau à quelqu'un. Okay? Donc, la mentalité est bien différente parce que la proposition de valeur, qui détermine la valeur de quelque chose? C'est pas la personne qui le donne, c'est la personne qui le reçoit. Ouais. Donc, quand on a donné un cadeau à vos blondes, là, qui avait de la valeur, vous avez hâte de voir sa réaction parce que c'est ça qui vous disait si vous aviez réussi votre coup ou pas. Fait que c'est elle qui détermine si ça a vraiment de la valeur, puis ça n'a rien à voir avec le prix qui a été payé ou le prix qui a été mis dessus. Des fois, quand tu reçois un cadeau, tu fais semblant d'aimer ça aussi. Tu fais semblant d'aimer ça. Mais en entrepreneuriat, on n'a pas le luxe que les gens fassent semblant. Non. Ils l'achèteront pas. Fait que la proposition de valeur, il faut aller connaître leur pain and gain qu'on appelle. Vraiment mettre dans les souliers. Souvent, je dis à les élèves que j'enseigne, enlevez vos souliers puis mettez les souliers de ceux qui sont là pour... plus que tu connais quelqu'un, plus tu sais comment lui faire plaisir. Donc, c'est dans cette mentalité-là. L'autre aspect aussi, c'est que en exécution de votre démarrage d'entreprise, l'objectif est de réussir. Hein? Si tu donnes ton plan d'affaires, tu veux démontrer à la personne que tu vas réussir ça. Si le business model, lui, est dans la phase d'exploration, donc mon objectif, c'est d'échouer. Parce que si je commercialise qu'une chaise peut supporter 300 livres, c'est parce que je l'ai pété à 325 livres à un moment donné. Vous comprenez? Donc, il faut que j'échoue, il faut que je valide mes hypothèses pour pivoter. Et quand j'ai dit « t'as pas mieux dit tantôt », je vais revenir à ta phrase, parce qu'on n'a surtout pas enseigné l'échec à l'école non plus. C'est ça. Et c'est pire aujourd'hui. Je veux dire, on vit des échecs. Votre ami là, qui vit une catastrophe, il n'a pas voulu cet échec-là, mais il est en train d'en vivre une. Mais à l'école, on nous enseigne... C'est ça, j'allais dire. Non, mais j'ai comme l'impression qu'à l'école, ils vont niveler beaucoup, beaucoup par le bas. Ben oui. Puis là, tu arrives sur le marché du travail, puis là, tu es déconnecté de la réalité. En fait, on fait tout pour que les enfants vivent du succès à l'école. Hein, puis là, on est content, puis bon... Mais c'est ça, c'est comme si, mettons, je sais pas moi, ton enfant, il y aurait un échec à l'école. C'est comme une catastrophe, tu sais. C'est comme, tu sais, ça se peut-tu... Puis dans sa vie, la réaction qu'on a face aux échecs va pas mal déterminer comment on va vivre nos échecs plus tard. Ouais, puis tu vas te ramasser où? Oui, au complet. Ça va déterminer le reste de ta vie, exactement. Puis tout l'enseignement... Tu sais, j'ai écouté une vidéo à un moment donné sur l'éducation, puis c'est probablement la seule place, c'est l'endroit qui a probablement le moins évolué, c'est une salle de classe. Là. Tu sais, tu regardes un téléphone des années 50, un téléphone aujourd'hui, un ordinateur des années 50, un ordinateur d'aujourd'hui, tu vois l'évolution. Mais la classe est faite pareil, du monde en rangée avec un prof, un tableau en avant. La seule affaire, c'est que le tableau il est plus vert, il est blanc. Tu sais. Mais c'est la même chose. Donc, ça évolue pas de tortue pas mal. Là, exact, mais mêlé face à l'échec, mêlé en mes situations, fallait bouger. Moi, je parlais de l'école alternative souvent ici, là, mais c'est sûr que c'est différent comme approche. Là, probablement, oui. C'est une approche quasiment plus entrepreneuriale, si tu regardes ça de même. Là. Il y avait une étude à un moment donné qui disait, tu sais, ils ont pris des jeunes, puis là, il y avait, je pense, c'était du chocolat, puis dans leur chambre. Puis c'était comme, si tu le manges pas à soir, mettons, demain, tu vas en avoir deux fois plus. Puis ils ont étudié ceux qui en avaient mangé tout de suite, puis qui n'en avaient pas le lendemain. D'à long terme, il y avait moins de succès, tu sais. Puis moi, j'ai lu quelques livres parce que j'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs, puis il y avait plein de livres chez nous de plein de sujets. Mais à un moment donné, il y a des gens, des mentors qui m'ont donné des livres, tu sais, comme Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, puis tous ces livres-là. Puis tu te mets à lire ces livres-là. Tu dis, comment ça se fait qu'à l'école, il n'y a aucun livre tu sais, qui a cette valeur-là, qui donne cette valeur-là parce que ça peut être enseigné par tes parents. Si tu as des parents qui ont passé par là, tout à fait. Là, tu vas l'avoir appris, mais si tu... on n'a pas cette mentalité-là. Non, c'est un choc. On laisse les enfants à l'école et on dit ils vont s'en occuper. T'sais. Non, mais Père riche, Père pauvre, la première fois qu'on m'a remis ce livre-là, puis je l'ai lu, j'avais 32 ans. Ouais. Puis ma réaction, ça a été un livre tellement simple. Comment ça se fait que Comment ça se fait que j'ai jamais eu dans mes mains avant aujourd'hui? Je pense qu'une différence, en tout cas, moi j'ai remarqué dans ma carrière d'entrepreneur, on va dire ça de même, là, mais j'ai commencé à 18, 19, puis là j'en ai 45. C'est beaucoup de gens qui sortent de l'école, qui vont chercher une job pour aller chercher un chèque de paye, puis ils veulent des affaires. Ils veulent posséder des affaires. Ils veulent avoir une voiture, une maison, ils veulent posséder des choses, tu sais, ou un condo, ils veulent voyager, ils veulent tout de suite comme profiter, si on veut, du gagne-pain qu'ils font. Un entrepreneur va vraiment
accepter de beaucoup moins avoir aujourd'hui pour un jour sortir de cette espèce de rat race-là qui fait que, bon, tu sais, t'es tout le temps... Et je me rappelle, tu sais, avoir acheté une télé, exemple, pour mon bureau, avoir rénové mon bureau, avoir mis ça beau, alors que là, je trouve pas ça beau aujourd'hui, là, parce que la mode a changé beaucoup, là, on va... C'est les mêmes décors. On revise ça bientôt, mais tu sais, puis mon salon, pas de TV, tu sais, vieux meubles, tu sais... Payer le prix, là. Ben, j'aimais pas mon salon. Puis d'un autre côté, je trouvais ça bon que mon salon il soit pas confortable parce que ça m'obligeait à sortir et de faire des choses. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens, ils voudraient pas faire ça. Ils voudraient pas mettre de l'argent dans un bureau avant de mettre de l'argent chez eux. Tu sais, ça se peut-tu que c'est un Oui, mais même la notion de bureau, elle a beaucoup. Non, je sais, mais dans ta business, investir dans business. Non, mais ce que tu as à faire, développement personnel, investir dans toi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire hey, moi, j'ai mis de l'argent, j'ai fait des cours, j'ai fait des formations, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les entrepreneurs n'ont aucun problème à prendre leur argent puis investir dans leur business, dans leur personne, dans leur. Ça se peut-tu? Oui. Quand tu es employé, tu penses. Ils ne savent pas comment non plus. Pas de même. Tu prends ton argent puis. Puis tout ça, c'est à apprendre aussi. Parce que en tout cas, je sais pas, là, mais probablement qu'une grosse partie des jeunes qui vont dans vos cours sont pas nés dans des familles d'entrepreneurs, donc ils n'ont pas observé cette réalité-là. Ils doivent la vivre sans l'avoir. Ils doivent la comprendre sans l'avoir vécue. Tout à fait. Puis toutes les perceptions ou les définitions de tout ce qui touche l'entrepreneuriat va être très différent entre un baby boomers, un X, un Y, les milléniaux. Les milléniaux pensent très différemment que nous, on pense, puis comment nos parents pensaient. Donc, l'ajustement, c'est tout un défi d'enseigner dans une classe qu'il y a tout ça gagné ensemble. Ouais, c'est clair. Et d'où l'importance du coaching individuel par la suite. Parce qu'après ça, tu peux reprendre les notions puis l'adapter, oui, au projet, mais aussi à la personne, à son niveau à elle aussi. Ça s'ostine-tu dans le cours? Genre, Non, ça... Non, puis je dirais que le contraire est surtout vrai, dans le sens qu'il y a un super beau réseautage qui se fait. Complémentarité. Oh oui, puis les plus jeunes apprécient la sagesse peut-être des plus vieux, mais puis les plus vieux sont défiés par les jeunes qui les poussent. Les dynamismes. Il y a combien de personnes dans un cours? Ça dépend d'un centre à l'autre parce qu'il existe des cohortes fermées qu'on appelle. Donc là, on va trouver entre 15 et 22 à peu près là, élèves dans la classe. Mais il y a des cohortes continues qu'on appelle également. Donc à tous les 2 semaines, il y en a qui quittent, mais il y en a qui arrivent. Donc ça fait comme... Il y a des vagues dans l'année, là, si on veut. Là. Donc, mais ça peut tourner entre à peu près 4-5 dans la classe jusqu'à une vingtaine dans la classe. Là. Qu'est-ce qui explique cette croissance-là de gens qui veulent se lancer en affaires? Il y a beaucoup de choses qui expliquent. Premièrement, il y a le plein emploi dans certains endroits. Deuxièmement, il y a aussi toute la vague des... on parlait tantôt 54% des femmes. Là, toute la vague des mères qui... les enfants sont rendus maintenant plus vieux, qui n'ont plus besoin d'être à la maison. Et est-ce qu'ils ont tous le goût de remettre un CV à jour? Tu sais, de mettre un CV à jour, puis que de marquer dans ton CV que les 10 dernières années, c'était maman à la maison. C'est un bon timing pour te lancer. Exactement, exactement. Puis il y a aussi, toute la technologie va faire aussi en sorte que il y a une nouvelle vague d'entrepreneuriat parce que les ressources humaines changent énormément. Il y a beaucoup de choses qui ont remplacé un humain. Puis il y a une vague de l'entrepreneuriat. Le gouvernement met de plus en plus d'efforts sur cette commercialisation-là de l'entrepreneuriat. Puis de toute façon, ça fait bouger l'économie énormément. Et puis, tu sais, puis c'est surprenant, c'est 98 ou 99% de l'économie au Québec, c'est les PME. C'est pas les grandes entreprises. Fait que les grandes entreprises, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est les multinationales. C'est vraiment pas ça, là. C'est, ici, c'est un Louis et une Brigitte. C'est de la petite entreprise. Exactement. Entreprise. Mais ça c'est... C'est sûr que dans une économie où tu as des grosses business qui payent des gros salaires avec des gros fonds de pension, ça assure une méga stabilité. Tu vas à la ville de Québec, beaucoup de gens là-bas font des gros salaires, travaillent pour le gouvernement, des fonds de pension. Les gens chez Hydro-Québec, c'est du monde qui sont sécures financièrement. C'est stable. Quand tu mettons, tout le monde aurait sa petite entreprise, tu dis, tabarouette, où la stabilité là-dedans? Il y a beaucoup d'instabilité. Quand tu es une petite entreprise, on parlait de l'entreprise de mes amis tantôt, mais je veux dire, une petite entreprise, là,
c'est beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices aussi. Des fois, c'est pas payant. C'est pas juste le fun. Il y en a beaucoup, je vais être en affaires, je vais être libre. Souvent, Moi, quand j'entends ça, là, oui, puis le mot je suis entrepreneur, mais c'est la liberté, comme il disait n'importe quoi. Ouais, ça peut devenir une prison, ça peut devenir un cauchemar, ça peut devenir quelque chose qui est très difficile. En fait, il y a une responsabilité aussi qui est reliée à la liberté, premièrement. Puis souvent, je dis aux gens, quand votre comptable va vous donner votre premier état de résultat à la fin de la première année, ça se peut que vous dites, ouais, mais finalement, je n'étais pas payé. Avec mes payes déposées tous les 2 jeudis. Fait qu'il y a ce choc-là du risque. D'ailleurs, Étienne Saint-Jean, qui est un chercheur à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, il vient de terminer une étude sur l'entrepreneuriat, puis tous les entrepreneurs hybrides, qu'on appelle ça, ça veut dire les gens qui continuent à travailler, mais qui mettent un pied dans l'entrepreneuriat à temps partiel. À temps partiel, pour peut-être que ça lève, puis qu'à un moment donné, ils congédient leur patron, puis qu'ils s'en aillent dans... Il dit très néfaste pour eux-mêmes. Dans l'étude, ça démontre que la motivation dans les 3 mois et les 6 mois qui vont suivre cette décision-là va énormément baisser. Et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas autant de résultats que celui qui saute en bungee, là. Tu sais, celui là, qui fait le sacrifice et qui saute, puis que lui, il n'y a pas d'autre option. C'est la personne qui devient all-in un moment donné. Là. Exactement. Quand tu es all-in, Tu l'as-tu, je suis curieux, dans ton cas, oui. Éric? Oui. All-in. Oui. Parce que nous autres, on pourrait te parler de c'est quoi all-in. Moi et Sébastien, ça se ressemble peut-être un peu dans des contextes peut-être un peu différents, là, compte tenu de l'âge. Je sais pas si ton all-in peut se comparer à mon all-in. Je le sais pas. Des fois, toi, tu me fais peur, Anastie. Non, mais à quelque part, on a dû faire des choses qui se ressemblent. Puis même toi, Éric, je veux dire, t'es en business aussi, t'as une entreprise. T'as-tu déjà connu ça, le all-in? En fait, mon all-in que j'ai connu, c'est quand j'ai pris la décision d'avoir pignon sur rue de mon entreprise, puis d'avoir de dire, il y a des matins que je partais de chez moi, puis je suis là, qu'est-ce que tu viens de faire là? D'embarquer dans un bail, d'avoir des bureaux, puis tout ce qui vient avec, là, c'est pas juste le loyer, mais tout ce qui vient avec. Ça, c'était un all-in qui était épeurant un peu, là. Puis j'étais un joueur de poker en plus, là, fait que il y a une couple de games que j'ai fait des all-in que la patate faisait aller. Là. J'essayais d'être poker face. Puis j'étais poker face aussi dans le all-in que je vous parle. Mais moi, l'entrepreneuriat, ça a été bien différent. Moi, j'ai une carrière en vente, beaucoup plus. Puis directeur des ventes, puis en vente, etc. Et puis, moi, j'avais appliqué à la commission scolaire dans le temps pour enseigner la vente. Le DEP qui existe en vente conseil. Et la vente, là, tu es aussi bon que ta dernière vente ou ta dernière semaine ou ton dernier mois, mais il y a aussi, c'est qu'à chaque fois que tu changes d'endroit, c'est comme si tout est à recommencer. Ouais. Fait qu'à un moment donné, un peu tanné de toujours prouver que tu es capable encore de vendre, j'ai parti une entreprise en coaching et en formation à tout ce qui touche la vente, service à clientèle et tout ça. Donc, je pars cette entreprise-là on the side. Donc, j'étais le fameux entrepreneur hybride qu'on parlait tantôt. Oui. Et, mais ce que ça l'a permis, c'est que la commission scolaire me rappelait et me dit M. Gauthier, au lieu de vous proposer le DEP vente, on vous proposerait l'ASP lancement d'une entreprise parce qu'on a vu sur votre CV que vous avez démarré une entreprise qui s'appelait à l'époque Formex Conseil. Donc, qui était Formex pour experts en formation. Donc, Formex Conseil pour donner la formation du coaching en vente. OK. Donc, lancement d'entreprise. Je voulais tellement... puis là, j'ai appelé des amis puis de la famille qui travaillent à la commission scolaire. Ils vont dire, écoute, Éric, accepte-le parce que dès que tu as le pied en enseignement, ça peut être bien intéressant si c'est ça que tu veux faire. T'sais. Donc, je l'ai fait en janvier 2012. Et puis, je suis tombé en amour avec l'entrepreneuriat. Mais quand je dis tomber en amour, là, tomber en amour avec l'entrepreneuriat. Alors, tu savais pas vraiment c'était quoi? Exactement. Je l'ai fait un peu par, même pas nécessité, juste par plaisir. Tu sais, que j'ai démarré Formex Conseil, enregistré à mon nom. Mais tombé en amour avec l'entrepreneuriat ou avec l'enseignement de l'entrepreneuriat? Non, vraiment avec l'enseignement. Non, l'enseignement... toutes ces réponses. Toutes ces réponses, peut-être, mais dans l'enseignement, ça ressemblait un peu, surtout l'enseignement que je faisais au début. J'ai changé un peu mon style d'enseignement, mais mon enseignement au début était la même chose que toutes mes conférences que je faisais quand j'étais appelé à faire des conférences sur la vente ou peu importe. Donc, c'était une conférence de plus pour moi quand j'ai commencé à enseigner. Là, j'ai obligé de m'inscrire au bac en enseignement professionnel, donc j'ai
j'ai atteint d'autres stratégies d'enseignement. Mais pour revenir à tomber en amour, c'est vraiment l'entrepreneuriat et l'entrepreneur derrière qui veut démarrer son entreprise. Et quand on est en amour, on s'investit, on sait. Hein? Donc, investit énormément. Donc, on m'a demandé d'être sur le comité STA, qui est le soutien aux travailleurs autonomes. Donc, ça, c'est la subvention. Comme les gens sont sur l'assurance emploi, mais au lieu de chercher une job, ben ils se partent une business. Donc, ils demandent cette assurance emploi-là, mais pendant 1 an, mais pour démarrer leur entreprise. Donc, je fais partie du comité qui octroie ou pas cette fameuse subvention-là. Jury au concours d'entreprendre. D'ailleurs, je m'en vais justement au concours là, ce soir. Ouais. Impliqué avec Entrepreneuriat Québec, c'est sur le CA d'Entrepreneuriat Québec, et Formex Conseil a pris une autre tournure et j'ai ouvert la clinique entrepreneuriale pour vraiment avoir un guichet unique pour aider les entrepreneurs. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un coup de foudre en plein milieu. Donc, c'est pas une décision que j'ai prise dans mon parcours, dans ma carrière, de dire, je me lance all-in. Je me suis fait surprendre par l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que tu as découvert que tu savais pas avant? Quelle mouche t'a piqué? Tout ce qui est autour de justement cette décision-là d'être all-in puis de démarrer une entreprise, de devenir ton propre patron, oui, mais en même temps de dire que tout ce que je suis, je vais le mettre à mon profit ou à moi au lieu de le donner à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Parce que l'aspect de levier, vous avez lu des livres, juste parce que vous m'avez nommé tantôt comme livre, je sais que vous connaissez ce principe-là, mais l'aspect du levier et du résiduel, l'aspect aussi d'aider quelqu'un qui a une idée, mais qui va la modeler, puis va faire en sorte qu'il va démarrer son projet. Comme je dis, j'ai tombé en amour aussi avec l'entrepreneur qui est derrière tout ça. Hein. Ouais, c'est sûr. On oublie souvent, on regarde des business, on dit hey, quel bel business, quel beau restaurant, quel bon salon de coiffeur. Mais il y a quelqu'un derrière ça qui a sacrifié, qui a eu l'idée, qui a brainstormé avec lui-même ou avec d'autres, puis qui a parti ça. Et ça, moi, ça m'a... c'est venu me chercher, puis je suis tombé en amour avec ça. Tu sais, il y a des affaires qui ne s'enseignent pas vraiment non plus. Non. Parce que, tu sais, si tu vas avoir du succès à quelque part, oui, ça prend une bonne idée. Ça te prend, tu sais, il faut que tu aies de la vision, que tu saches comment tu vas la mettre en vie, tu vas la créer, mais il y a un bout caractère aussi que ça prend. L'éthique. T'es-tu vraiment déterminé? T'es-tu prêt à payer le prix qu'il va falloir que tu payes? Puis ça, on le sait pas tant qu'ils sont pas à quelque part mis dans le bain puis essayent de nager. Je veux dire, pas quelque chose que tu vas vraiment enseigner. Est-ce que, en fait, la question que j'ai pour toi, Éric, c'est celle-ci. Est-ce que, parce que tu dis que tu les aides puis tu les aides à se préparer, il y en a sûrement là-dedans qui sont des calinours, là, mais vraiment total, là. Je sais pas dans quelle proportion, il y en a sûrement pas mal. Parce que si tu dis il y en a, je sais pas combien de pourcents dans les 2 premières années qui vont abandonner, il y en a une couple là-dedans qui étaient dans les calinours, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'il y avait des drôles d'idées? Oui, des drôles d'idées, mais... Ça, c'est une bonne idée pareil, ouais. Mais qui étaient calinours ou peu importe, ou qui n'ont pas bien exploré. Là, maintenant, avec toute la notion qu'on connaît de l'exploration que j'expliquais tantôt, là, d'aller valider les hypothèses, souvent, ça n'a pas été fait, puis on était dans l'exécution. Parce que si toi, tu engages quelqu'un pour exécuter une tâche dans le studio, puis qu'il ne la fait pas ou qu'il ne la fait pas bien, à un moment donné, vous allez la remercier. Donc, dans le fait, la statistique, ce qu'elle dit, c'est que 85% des entrepreneurs se sont remerciés eux-mêmes avant les 2 prochaines années parce qu'ils n'ont pas exécuté le plan d'affaires, ils n'ont pas exécuté la tâche, OK? Puis pour revenir à ce que tu dis, ça dépend dans quel rôle que je suis. Quand je suis dans mon rôle de ma business, on veut, ou des gens qui font appel à moi directement, je vais donner beaucoup plus l'heure juste par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'analyse. Comme enseignant dans une commission scolaire, ce n'est pas mon rôle de leur indiquer mes craintes par rapport à leur réussite ou pas. C'est leur donner le plus d'outils possible, c'est peut-être les faire réfléchir le plus possible et d'espérer qu'ils prennent ces réflexions-là et qu'ils en tirent la conclusion, parce que souvent... les gens, tout dépendant à quel moment ils vont échouer, si c'est pendant la formation, il n'y a pas de problème, mais si c'est après avoir pris un financement de 25 000, après avoir engagé une personne, après avoir... là, plus problématique, on en connaît des histoires d'horreur là, de gens qui ont perdu peut-être même des conjoints ou des conjointes ou une maison parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes réflexions avant. Puis là, je ne parle pas de ceux qui ont tout simplement échoué par circonstance. Là. Donc, oui, il y a des gens qui alinus, puis on les voit, ça prend pas 10 cours. Là.
Ça prend pas 10 heures de coaching non plus. Non. Il y a des personnalités, on le voit tout de suite. Mais Ça fait pas partie de votre mandat d'intervenir là-dessus, Tout à fait. c'est sûr. Là. mais en même temps, Daniel, il faut leur passer un message. on à ces gens-là. essaye dans des réflexions, mais en même temps, l'entrepreneuriat, une des beautés, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Oui, puis tu dois T'sais, apprendre, c'est des échecs. Tu vas apprendre de tes échecs. C'est de l'essai-erreur. Puis il y T'es en pas a obligé peut-être d'être une ça, là. superstar pour partir d'une business, c'est ça que je veux dire. T'es pas obligé Non, non. tu sais, puis non. d'avoir beaucoup d'argent, puis d'avoir une famille d'entrepreneurs. Je connais des gens, là... En fait, c'est même pas ça pour la majorité du monde. Tout à fait. Puis combien d'histoires qu'on connaît, les gars, ils ont commencé comme Mayball dans un... Ils portaient le poste dans une entreprise, puis ils ont fini directeur ou président de l'entreprise. Il y en a des histoires comme ça, là aussi, tu sais. Mais le caractère, Ben oui. il était là. Oui. Mais tu sais, dans Les entrepreneurs, on appelle. bon, je lance dans plein de sujets d'entrepreneurs, mais l'entrepreneur, c'est tellement vague parce que des fois, dans l'œil du dragon, tu écoutes ça des fois. Ah oui, c'est sûr. Là, tu as les dragons qui sont là. Là, c'est des gens qui ont réussi à quand même assez à gros volume, on va dire ça. Là. Puis là, c'est sûr que... C'est des superstars de la du monde entrepreneurial. C'est des superstars de l'écosystème entrepreneurial. Ouais, ouais. Puis, tu sais, des fois, j'ai comme l'impression que c'est ça qui est prôné. L'objectif de dire, tu bâtis quelque chose, puis tu deviens big, tu sais, tu deviens financièrement très à l'aise. Puis mon point là-dedans, ce que je veux dire, c'est que tu en as qui sont des entrepreneurs plus petits, ils veulent pas nécessairement être big, ils veulent pas nécessairement être connus, ils veulent pas nécessairement avoir une grosse patente, ils veulent juste vivre de leur passion. Fait que tu as ce genre d'entrepreneurs-là, tu as des entrepreneurs qui, eux, dès le départ, aimerait ça aller au sommet là, du Mont Everest. Mais entre le bas du sommet du Mont Everest et le sommet, il y a plein de parcours différents. Il y en a qui rebroussent chemin, mais il y en a qui sont heureux de où est-ce qu'ils sont. Le succès pour chaque... On pourrait faire le tour de table ici, puis la définition de succès de nous différente. trois va être Ouais, différente. Puis elle va évoluer dans le temps aussi. Exactement. Il y a des gens que, tout simplement, de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre, puis d'avoir un salaire correct, puis de vivre de son entreprise avec un salaire correct. Pour eux, c'est ça le succès. Ils ont réussi. Il y en a d'autres que il va falloir qu'ils ouvrent des branches, puis d'engager du monde, puis d'être PDG d'une grosse entreprise. Il y en a qui pensaient pas être gros, puis finalement, il s'est passé des affaires, puis là, c'est comme, tu sais. Des effets surprises. Mais puis même toute la question des micro-entreprises, là. Tu sais, les entreprises là, sous une bannière, mais tu es un travailleur, dans le fond, autonome, un entrepreneur, là. Il y en a plein, là. Moi, ce que j'aime de l'entrepreneuriat, là, c'est que tu pars quelque chose, puis même si tu as des idées préconçues au départ, ça peut complètement changer. Il y a c'est comme quand tu t'en vas, mettons, je sais pas, moi, tu t'en vas, on va dire, dans le bois, versus une autoroute. Tu sais, une autoroute Montréal-Québec, tu sais qu'est-ce que tu vas voir, c'est tout le temps les mêmes pancartes, les mêmes affaires, tu sais, c'est du connu. Puis quand tu t'en vas, mettons, avec une boussole, puis là, tu te dis, je vais aller, je pense, là, je vais me rendre là. Il peut arriver tellement d'affaires. Puis surtout quand t'es jamais allé dans le bois de ta vie. Hein? Fait que il y a ce côté-là. Moi, ce qui m'excite de l'entrepreneuriat, c'est ce côté-là de dire la découverte. Tu sais pas ce que ça va vraiment donner. Puis il y en a peut-être qui le savent plus que d'autres, là, mais toujours est-il que c'est fascinant. Les histoires sont fascinantes. Ouais. Puis moi, je me dis à quelque part que là, ça m'encourage de savoir qu'il y a plus de monde qui s'intéresse puis qui se lance parce que il va peut-être avoir un autre Bombardier puis un autre. C'est clair. Tu sais, à quelque part, dans tout ça, là, il va en avoir des super big qui vont engager après ça des employés avec des gros salaires puis tout ça. Ça prend ça aussi dans une économie à quelque part. Là, ça prend pas juste des petites entreprises. Là, ça prend aussi quelqu'un à un moment donné qui fait une grosse affaire. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a des employés qui vont vivre quelque chose peut-être de différent avec leur employeur. Les nouveaux entrepreneurs aujourd'hui, ils pensent pas mal plus à leurs employés, au confort, mais aussi à la qualité de vie, au bien-être de leurs employés qu'avant. Enfin, ils apprennent que dans les ressources humaines, il y a le mot humain. Là. Ouais. Enfin. Là. Ouais. Il y avait ressources. Oui, mais ça, oui. Mais c'est ça. L'humain, des fois, il prend pas beaucoup de place. Exactement. Mais là, je pense... Tu sais, puis en plus, il y a quelqu'un... J'ai assisté à une conférence à un moment donné sur les ressources humaines, puis il disait que le cerveau, c'est la partie qui a le moins évolué. T'sais. On pense des fois encore comme dans le temps de l'homme
La caverne, tu sais. Fait qu'on voyait une crinière blonde, on se cachait. On se demandait pas si c'était la belle-mère ou le lion, là. On se cachait, tu sais. Fait qu'on pense encore comme ça dans le sens qu'il y a beaucoup de livres sur la pensée positive puis, et tout ça parce que... Fait que je reviens aux ressources humaines. Il disait que quand tu vas féliciter un employé, mais félicite-le puis pars. Souvent, on fait « Hey, beau PowerPoint, la seule chose, la prochaine fois, juste le dernier slide. » L'employé va juste se souvenir qu'il n'a pas bien fait la dernière slide. Tu sais. Ouais. Fait que tout le côté de gestion des ressources humaines. De pushing up. Exactement. Ouais. Tu es capable de donner une. Hey, on a bien fait de t'engager, toi, puis that's it. Tu n'es pas obligé de rajouter un mais, de rajouter quelque chose de négatif. Est-ce que là, ça fait combien de temps là, que tu gravites dans le monde des affaires, Eric? 2012, là, je vous dirais. Là, 2012. Ouais. As-tu vu des changements depuis 2012? Là, c'est quand même une petite période, là, 7 ans. Là, puis, tu sais, moi, j'ai commencé en 2004. Toi, tu as commencé en quelle année, Sébastien? En 93. En 93. Moi, je l'ai vu le monde changer dans le courant des 4 dernières années. Là. On dirait que ça s'est accéléré. On dit la manière de faire de la business, je pense qu'elle s'est transformée beaucoup. La relation de confiance est devenue méga importante. L'intimité elle est importante, malgré qu'on est dans un monde qui est mondialisé. La pub change aussi. La pub change, tout change. Puis le bout d'intelligence, je pense, émotionnelle, c'est quelque chose qui peut être important d'avoir dans son coffre à outils. Mais c'est tout à fait normal que ça change beaucoup dans les dernières années. Puis oui, je l'ai vu changer. Puis la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans une époque où on n'a pas le choix d'innover présentement. L'innovation fait partie intégrale de l'entrepreneuriat où tous les PME doivent innover. La pire phrase que j'entends qui gravite autour de moi, c'est « Oh, mais moi, Eric, dans mon domaine, ça s'est toujours fait comme ça. » Ça, c'est une des pires phrases que j'entends. Ça peut te tuer, ça. Ben oui, il faut innover. Le think outside the box, qu'on appelle. Tu n'as plus le choix. Puis Steve Jobs, lui, il avait mis dans ses pubs dès 99, le think different, là, sa première pub, pense différemment. Il y a des entrepreneurs qui disent que quand je pense que la majorité, comme la majorité des autres entrepreneurs, c'est là que je me remets en question. Donc, très important, le think outside the box, de faire vivre une expérience à tes clients différents. Tu sais, souvent, les gens essaient d'être meilleurs de leurs concurrents. Puis je leur dis souvent, c'est pas d'être meilleur, plus beau, plus fort, plus fin que ton concurrent qui va être payant, c'est d'être différent de ton client. Ce qu'on appelle le principe de l'océan bleu. Il y a un nouveau livre, une nouvelle étude qui est sortie, là, une nouvelle méthode de travail qui est l'océan bleu, qui est dans le fond le contraire de l'océan rouge, où ce que les gens s'entretuent pour être meilleurs, fait que ça fait du sang, mais il y a un océan rouge. Donc, soit tellement différent que tu passes d'un océan bleu. Donc, qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'ajoute? Qu'est-ce que j'augmente? Qu'est-ce que je diminue dans mon produit, mon service, qui va faire en sorte que l'expérience vécue par le client, dans l'intimité que tu parles, mais qu'elle soit très différente. On l'a tous vécu, rentrer dans un restaurant, un salon de coiffure, un magasin, moi, hey, il me semble que c'est bien différent ici. T'sais. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, tu vas en parler, tu vas les référer, tu vas revenir. Donc, la fidélisation va être là, la référence va être là. Fait que le think, l'innovation... tu parlais de barbier, là. Oui. Tu connais-tu la place Barbershop? C'est comment ça s'appelle? Tu vas-tu chez Barbier? Je suis allé un bout de temps. Moi, là, mes cheveux c'est très compliqué. Non, mais ta barbe, tu me disais tantôt, c'est nouveau, ça, là, pour toi. Oui, là, c'est nouveau, la barbe. J'essaie ça. J'essaie d'être cool parce que tu donnes ton âge. Puis moi, je suis plus vieux. Je suis plus vieux, moi, que toi, là. Fait que moi, j'essaie de rester... Mais pas tant, je pense, là. Ah! Non, t'as quel âge? Moi, je vais avoir 49 à la fin de l'année. Okay. Là. Ouais. Et là, j'espère que mes élèves n'écouteront pas l'émission. T'es le bébé ici. 3 ans de plus. Ouais, c'est ça. On est pas mal tous dans le même âge. Mais l'innovation, là, on n'est pas fait pour ça, en passant. Ouais. Parce que, puis, sans vous rendre compte, là, à tous les matins, quand vous vous habillez, vous mettez la même jambe en premier. On est habitué dans le confort, l'habitude. Fait que le think outside the box, il n'est pas naturel. Il faut vraiment le provoquer, il faut vraiment le forcer. Oui, puis tu t'exposes à ça le plus souvent possible. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a comme un momentum. Puis moi, je l'apprécie aujourd'hui. Là, on essaye plein de patentes, moi puis lui, puis on a du fun, mais je pense que c'est ça, cette faculté-là d'aller à l'extérieur de ce qui est confortable. Là, je pense qu'aujourd'hui, tu n'as même plus le choix pour survivre là, en business. Je te parlais des barbares, là, parce que j'ai retrouvé le nom. Là. Ce barbier-là, là, je pense qu'ils sont 4-5 succursales en ce moment. Là, mais il y en a une juste à côté de chez nous. Puis c'est une vieille maison. Tu rentres là-dedans, ça a l'air d'un ancien salon des années de Far West. Là. Mm-hmm. Mais j'exagère un peu, mais puis là, il y a de la musique rock là-dedans. Les gars, ils ont des tatous comme toi. C'est du monde qui, souvent... non, mais c'est du monde assez...
super friendly, tu sais, puis honnêtement, tu te fous un peu de comment ça te coûte, dans le sens où c'est une expérience qu'ils font vivre. Ils disent, hey, tu veux-tu quelque chose à boire en commençant, un café, une petite bière, un drink? Je suis allé dans un barbier, me faire un Jack Daniel. Un Jack Daniel. J'aime un café ou un verre d'eau. Puis là, mettons, tu passes de là à un barbier que tous les murs sont blancs, puis que là, il n'y a pas d'ambiance, puis que c'est très traditionnel, ou en tout cas, c'est ça. Tu vois pourquoi il y en a qui pensent en dehors de la boîte, puis il y en a qui restent comme ils sont là. Puis Daniel l'a dit, on n'a pas le choix. Parce que, tu sais, souvent, je donne l'exemple un peu ridicule. Tu sais, si tes concurrents ferment à 6 heures, tu te dis, ben moi, on va fermer à 7 heures. Tu sais, moi, être meilleur. Puis là, ton concurrent va dire, OK, mais on va fermer à 8 heures. Ah ouais? Mais je vais fermer à 9 heures. À un moment donné, les deux, vous allez être ouverts 24 heures, puis c'est tout. Tu n'as pas amené rien de nouveau. Tu sais, on n'a pas le choix de changer. Oui. Mais j'ai comme l'impression que là, tout s'accélère. Fait que c'est plus nécessaire. C'est même plus de pas changer. Il faut que tu changes vite à cette heure. C'est la vitesse à laquelle tout change. Là, on parle de... Juste, tu regardes l'impact d'intelligence artificielle sur un paquet de secteurs, l'hôtellerie, les taxis, les chauffeurs de camions, les centres d'appel, radiologistes, semblerait là, que tu t'en vas pas dans cette carrière-là là, dans les prochaines années, là, je veux dire. Mais c'est la vitesse à laquelle tout ça se met en place. Fait que... Si tu as la misère, au changement, là... Ouais. Si tu réussis, tu sais, ton barbier, là, si tu réussis à faire ça, tu n'as même pas besoin de vendre tes coupes de cheveux. Là. Tu fais juste démontrer ce que les gens vont vivre. Puis je reviens à Steve Jobs avec le Think Different. Ou même Nike. Tu regardes Nike, là, ils sont pas obligés de dire dans leur pub que leur smell est meilleur que ceux de Reebok. Non, t'achètes un brand. Oui, mais il y a une identité, il y a des valeurs qui sont amenées là, puis il y a un mode de vie qui est derrière tout ça. Donc, le barbier, lui, il pourrait juste montrer le décor avec quelqu'un qui prend une bière, puis hey, je vais aller voir ça. Il coupe des cheveux, ben tant mieux, on va me faire couper les cheveux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de ressources. Tu me parlais d'Alias 2.0 de Serge Beauchemin, c'est une ressource. Il y a aussi beaucoup de gens comme Serge qui redonnent en ce moment. Oui. Puis donc, aujourd'hui, tu peux te plugger dans quelque chose comme ça. Mais tu as le réseau M qui existe également, qui a des entrepreneurs qui redonnent. C'est bénévole. Il y a les mentors de futurs preneurs. Donc, tous les gens investisseurs. Tu as les gens investisseurs. Tu as Dans l'œil du dragon, qui est une émission qui peut peut-être t'aider aussi. Là. Je veux dire, à quelque part, c'est un show de télé aussi. Mais je veux dire, il y a au Québec en ce moment plein d'affaires. Oui. Puis tu te garoches où, tu sais? Tu prends quoi? Tu fais quoi? Tu veux... Hein? Puis à quelque part, il y a aussi le... Comment je pourrais dire ça? Il y a l'entrepreneur qui va souvent te raconter son histoire puis qui va dire « Moi, j'ai rien eu de tout ça. On m'a donné une feuille et un crayon. Je suis parti avec ça. » Un coup de pied dans le derrière puis il va t'arranger tout seul. Oui. Souvent, c'est ça. Fait souvent, des fois, je me dis, est-ce qu'on suréquipe le monde en ce moment? Est-ce qu'on... C'est trop? Parce qu'à un moment donné, tu peux tourner en rond, avoir trop d'options. Genre... C'est comme le monde, j'ai déjà rencontré du monde, ils ont lu plein de livres. Ouais. Plein de livres. Mais ils lisent juste des livres. Puis là, tu dis, quand est-ce que tu vas passer à l'action? C'est vraiment drôle que vous dites ça, parce que je suis passé à une émission de radio très différente qu'ici. Ici, c'est un think outside the box solide. Mais j'étais dans un studio... On prend ça comme un très beau compliment. Oui, okay. J'étais dans un studio ordinaire. Notre décor. J'étais dans un studio ordinaire à Québec. Passé une heure avec... j'étais l'invité d'une heure là, avec l'animateur. Et puis, à la toute fin, sa question, il dit donne-moi une qualité que ça prend pour l'entrepreneur. Juste une. Puis la seule chose qui m'est venue, c'est exactement ça. C'est, il faut que tu sois un doer. Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien beau, là, de lire, puis tout ça, mais à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. C'est le petit geste que tu vas faire à chaque jour qui te rapproche de ton objectif, qui fait que tu vas devenir un entrepreneur. Mais pour revenir un peu à ce que tu disais, moi, je pense que c'est drôle parce que cette réflexion-là, Entrepreneuriat Québec l'a eu, et pas mal tous les centres de formation qui donnent lancement d'entreprise l'ont eu. Parce que à un moment donné, on n'avait pas eu le choix de se poser la question, la personne dans sa cuisine, là, ça va prendre un café un matin, puis elle se dit, moi, je veux me lancer en affaires, finalement. Je suis tanné d'envoyer mon CV à partout, puis finalement, là, j'en ai des bonnes idées, puis je veux devenir un entrepreneur. Où c'est que je vais? Fait que là, est-ce qu'elle sait qu'on existe? Est-ce qu'elle... Parce que quand les gens suivent la formation,
souvent, là, les commentaires sont incroyables. Ils disent, je peux pas croire qu'il y a des gens qui se lancent sans... Ben oui, puis comment... Exactement. Fait que tout ça pour dire que... Puis il y a des gens même que c'est leur 2e, 3e business avant de venir suivre la formation. Puis ils disent, si j'avais suivi ces cours-là... J'aurais pas perdu autant de temps. Exact. Donc, cette réflexion-là, on l'a eue, puis je pense que la première chose que je donnerais comme conseil, c'est trouve-toi un endroit qui a une formation avec des gens qui sont des entrepreneurs, qui savent c'est quoi, parce que la théorie, comme je ne veux pas nommer de stade d'école, mais je pense qu'on comprend, là, c'est pas la théorie qui va te faire fonctionner après ça. Là, lundi matin, là, nous, on a fait un gros sondage auprès de dizaines de milliers d'entrepreneurs. Et les trois peines qui revenaient le plus souvent, c'est je me sens tout seul. Lundi matin. Oui, okay. Solitude, oui. Solitude. Oui. À qui je peux aller voir, c'est où les ressources, et finalement le cash flow. Ça, c'est la 3e peine, là, le roulement. Là, le roulement. Donc, va à un endroit que les gens vont te donner un peu plus que juste de la théorie, mais de l'accompagnement puis de la formation. Et après ça, tu iras chercher les ressources que tu as besoin. Mais je pense que, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez? Moi, pour baigner dans l'écosystème, c'est que le problème, c'est pas qu'il y en ait trop ou qu'il n'y en ait pas assez, c'est que les gens le sachent que ça existe puis qu'ils le sachent que c'est là. Ouais. Votre défi, là, ça va être ça, là, dans le fond. Ouais. Avec tous les organismes que vous faites, on le fait, là. Ça, j'ai trouvé... moi, j'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça, là. Parce que c'est un running gag entre les enseignants, nous autres à Laval. Quand on a un projet, on dit « Hey, on le fait ». Et là, je vois ça sur votre on le fait.org. Je dis « C'est génie, ça ». Je te donne un sticker tantôt? Ah, j'en veux, c'est sûr. On va le mettre... D'ailleurs, je remercie la compagnie D-Graphs à Laval sur Corbusier. Dave Lévesque qui... un chum à JP. JP me réfère à son chum qui fait du vinyle, tu sais, puis il fait il rappe des affaires, puis il peut rapper ton char, puis tu sais, des affaires de même. Fait que je l'appelle, puis je dis, j'aimerais savoir des stickers onlefait.org pour que les gens puissent mettre ça sur leur voiture, puis tu sais, mettons, ça peut t'officialiser comme membre. Mettons, tu veux devenir membre de On le fait, ben là, tu sais, on va t'en donner un pareil, mais tu deviendras membre aussi si tu trouves ça le fun. Comme, mais tu sais, veux pas, ce que j'ai aimé de sa réaction, c'est de dire, crème, j'arrête pas de dire ça à tout le monde ici, on le fait, tu sais. Parce que c'est ça vient de la blague de Dominique Paquet. Non, avec le Costco. C'est directement en lien avec l'entrepreneuriat. Ça peut pas être plus... Puis, à un moment donné, on était... On lance plein d'idées, moi puis Sébastien, puis à un moment donné, on cherchait un nom, puis ce nom-là, il est sorti de même, puis on le fait. Là, on s'est regardé, on le fait-tu? Ben, on le fait. Puis là, c'est parti comme ça. Le nom est toujours resté. Ça allait pour ça. Puis on élargit l'entrepreneuriat à des passions, en fait. Tu sais, moi, c'est sûr que tu peux te partir en affaires faire de l'argent, tu peux te partir en affaires parce que t'es écœuré de travailler pour un boss. Il y a tellement de raisons pourquoi tu veux te partir en affaires. Mais pour moi, dans ma vie, laissons faire le monde des affaires, moi, ce qui m'allume le plus, c'est de rencontrer quelqu'un de passionné. Puis ça, t'en as des employés passionnés. Moi, ma blonde, c'est pas une femme d'affaires. Elle est employée, elle a étudié longtemps dans son domaine. Ce qu'elle fait. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Moi, un employé passionné, ça me passionne aussi. Tu sais, peu importe ce qu'il fait. Mais ça existe des entrepreneurs aussi. Hein? Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, passionné de la musique, passionné du sport. Quand t'es passionné, là, comment je pourrais dire, c'est le fun d'avoir du succès financier. Là. Mais ça, tu donnes l'espoir à plein d'autres mondes autour. Oui, mais c'est que tu traites dans ta vie. C'est que le matin, quand tu te lèves, tu as le goût de vivre, tu comprends? Puis je veux dire, moi, à quelque part, quand je me tiens avec des gens passionnés, c'est ça que... Même si c'est pas ma passion qu'ils ont, moi, je trippe à leur parler, tu sais. Le pire qui arrive, c'est quand tu rencontres quelqu'un et tu dis « Comment ça va? Ah, c'est un job de merde, puis la vie, c'est de la merde, puis le gouvernement, c'est de la merde. » Moi, quand je suis en contact avec ce type de personnes-là, moi, je me mets à courir. Il faut que je parte, là, tu sais, parce que c'est comme, va trouver ta passion, va faire quelque chose, tu sais. C'est drôle, parce que moi, par en bas, man. Vous alliez voir ce que Jean Nadeau fait, là, celui qui m'a invité à son émission de radio. Là. Puis lui, il s'appelle le gentil distributeur de coups-pieds au derrière. Là. Puis il est très provocateur dans sa façon d'apporter les choses. Puis lui, il est contre ça, la passion. Mais tu iras voir pourquoi. Oui. Lui, il dit t'es pas passionné, t'es compétent. Arrête, là, t'es juste compétent, t'es juste bon dans ce que tu fais. Mais tu iras voir parce que c'est intéressant. Puis il m'est revenu là-dedans parce que moi, mon surnom, quand j'étais un employé dans un emploi que j'ai eu pendant 10 ans, là, c'était Passion. Puis parce que j'avais eu un award, Passion for Quality. Donc c'était
j'avais le meilleur taux de rétention de mes clients. Mes clients revenaient. T'sais. Fait qu'il m'a donné un prix à un moment donné, Passion Focality. Puis ça a resté comme ça, tout le monde m'appelait Passion. Puis oui, dans la vie, j'étais un gars un peu passionné aussi. Là. Mais vraiment, vraiment intéressant. Mais lui, il parlait de vraiment de devenir compétent. Puis le lien que tu fais, par contre, il est intéressant. Puis si on revient aux gens qui sont employés, mais qui sont comme ça, ben c'est génial pour un employeur. Parce que. Oui, parce que la dernière chose que tu veux, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour la paye, qui est là pour la cause, qui est là parce qu'il aime ça, parce que c'est ça qui fait que tu te lèves le matin. C'est pas un chèque de paye qui te fait lever le matin. C'est est-ce que j'aime ce que je fais? Mais tu as raison, il faut que tu sois bon dans ce que tu fais, mais la passion. Non, mais moi, je ne vais pas t'assiner ça, je suis un passionné. Non, mais lui, il m'assinait. Non, mais il n'y a pas tort dans le sens où. Quand tu fais quelque chose, mettons, je sais pas, moi, tu commences un sport, t'aimes le baseball, puis qu'en plus, t'es bon là-dedans, puis tu t'améliores, ben, veux pas, ça va peut-être durer plus longtemps que si à un moment donné, tu dis, hey, j'adore ça, mais je me fais retirer tout le temps, je suis pas capable de la... Moi, j'ai joué au baseball quand j'étais jeune, puis j'ai des lunettes, j'étais à moins 6 aujourd'hui, mais dans ce temps-là, je portais des verres de contact ou j'en portais pas. Je te jure, non seulement je pognais pas une balle, mais je les attrapais pas non plus. Tu sais, j'étais là, OK, je l'ai. Puis là, la balle tombait juste à côté. J'ai pas aimé mon expérience, puis c'est jamais devenu une passion, puis ça le deviendra probablement jamais. Mon garçon, lui, il commence le baseball. Il a jamais joué à part, peut-être, j'ai envoyé une coupe de balle à la maison. Pow! Il tape ça, mon gars, là, l'autre bord de la clôture, tu sais, tout jeune, là, je pense 6, 7, 8 ans, là, tu sais, puis là, les coachs, tout ça, tout le monde se regarde. Moi, ton gars, as-tu déjà joué dans le baseball? Non, c'est la première fois qu'il joue officiellement, là, tu sais. Hey, il a du talent là-dedans. Fait qu'il est devenu rapidement, on va dire, passionné de baseball. Mais ça pour dire, je pense qu'il a un peu raison, ce gars-là, dans le sens où quand tu es compétent dans quelque chose, quand tu as un talent dans quelque chose, le problème souvent, je pense, c'est passion, des fois, on n'essaie pas assez d'affaires. Non, c'est ça. Mais là, au début, c'est comme un couple. Oui. Tu sais, ce qui un couple va durer, c'est plus la passion. Non, c'est ça. Ça, c'est le coup de foudre au début. Est-ce qu'il va durer? Ça va dépendre de plein d'affaires. Mais mon point, c'est t'essayes-tu plein d'affaires? Ou tu dis, je vis au Québec, moi je joue au hockey comme mon père, puis nanana. Est-ce que, tu sais... Non, mais tu limites tellement tes chances de trouver... Est-ce que tu limites tes chances de trouver ta passion en n'essayant pas beaucoup d'affaires? Non, mais c'est la pire affaire à faire pour trouver ta passion, c'est de faire comme les autres ou de faire plaisir à quelqu'un. Oui. C'est la pire affaire à faire. C'est ça. Alors, si t'es au Québec, il faut que tu joues au hockey. Une grosse chance, tu ne trouves jamais le sport qui va te passionner. C'est sûr. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu disais tantôt, Éric, par rapport à passion, je sais pas comment il l'a phrasé. Lui, t'es pas passionné, t'es compétent. C'est ce qu'il disait? Entre autres. Ça, c'est un autre mot qui tu disais à n'importe quoi. Tu sais, la passion. Non. Quand t'es passionné, là, on est capable, on le voit, on le sent, on le feel. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Puis le vrai passionné, il accepterait de ne pas être payé pour faire quelque chose. Et tu sais, l'idéal, c'est d'être capable, à quelque part, de vivre de ta passion. Mais si pour toi, ta passion, c'est de faire du bénévolat, ben, tabarnak, fais-en. Tu vas travailler tes 40 heures semaine, puis va faire du bénévolat. Au moins, ta vie va être plus comme remplie. Quelqu'un qui va dire, puis j'ai fait partie de ces gens-là aussi, là, un jour, je vais faire ça, tu sais. Un jour, je vais faire... Mais que je sois rendu là, je vais faire ça. Ouais. Hein? Mais des fois, tu le feras jamais. Non, c'est sûr. Fait que mais il manque du temps, de la santé, de l'argent, souvent. Oui. Mais moi, ce que je dis... c'est un peu comme Daniel, puis je vais même encore plus précis, même dans une job. C'est peut-être pas toute ta job qui te passionne. Mais c'est pas obligé d'être ta job, Éric. Non, je comprends. Mais même si c'est ta job, c'est pas obligé d'être toute ta job. Moi, il y a des bouts de ma job que j'aime pas. Non, c'est sûr. Tu sais, quand je fais ma comptabilité, c'est pas le bout que j'aime, là. Boy. À qui tu parles? Moi, c'est pareil. Mais j'aime tellement les bouts qui me font triper que j'accepte les bouts que j'aime moins. Ben oui. Tu sais, parce que c'est dans n'importe quoi. Combien ça. Combien t'as de monde, exemple, qui tripe sur, je sais pas, les bénisteries, puis qui disent, OK, je vais me lancer en affaires, puis qui se lancent en affaires, puis qui veulent faire des bénisteries, mais à cause de plein de facteurs ou de contexte ou de circonstances ou peut-être l'aspect qu'on mentionnait tantôt du caractère, ils l'ont pas. Puis finalement, ça fonctionne pas, qu'ils vont peut-être mettre de leur côté leur passion. Puis ils se disent, job, puis faisant alors tu sais, garde ça dans ta vie, tout simplement. C'est à quelque part, là. T'as les patenteux aussi. Les patenteux. On n'a pas parlé de ça, mais t'as les patenteux. Oui, on est... c'est assez fertile au Québec, hein? Les patenteux? Il y en a. Les patenteux de garage. Hein? T'inventes des affaires. Mais tu touches à un point qui est quand même important, parce que je dirais, puis là, je vais prêcher un peu ma paroisse, mais puis Daniel va être sûrement d'accord avec moi, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont une bonne idée ou qui ont patenté quelque chose qui est vraiment génial,
Mais après ça, essayer de le vendre à quelqu'un, ils sont pas capables. En fait, ils sont zéro capables. Alors qu'il y en a qui vendent des cochonneries parce qu'ils sont juste bons vendeurs, puis ils peuvent vendre n'importe quoi, n'importe qui. Tout à fait. Ouais. De là où la dimension, qui est un autre facteur, je pense, qui est presque incontournable, c'est de te trouver un partner, avec qui tu vas te lancer dans, si t'es deux passionnés sur le même projet, puis que vous avez des forces puis des faiblesses qui se complémentent, tu peux aller loin. Là. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai eu une conversation avec mon père la semaine passée là-dessus. Puis je disais, moi, je considère que je suis un gars des fois paresseux. Tu sais? J'aime ça me la couler douce, tu sais. Puis dans mon début de carrière, je me la coulais douce, je pense. À quelque part, je travaillais fort, là, tu sais, je mettais les efforts, mais je me la coulais douce. Un moment donné, il arrive un gars dans mon équipe, qui s'appelle Frédéric, que tu connais, Frédéric Cardinal. Ouais. Puis lui, il sort du HEC, il est tout feu, tout flamme, puis lui, il a bûché au HEC parce qu'il est dyslexique. Fait que là, il a travaillé plus fort que les autres pour atteindre son niveau. Puis il rentre dans mon bureau, puis lui, c'est pas dans 5 ans qu'il veut que ça marche, c'est right now, tu sais. Fait que on s'en va à un moment donné, une conférence. Il dit, je m'envoie une conférence à Vancouver, tu viens-tu avec moi? Là, je me dis, moi qui l'engage, puis c'est lui qui m'invite à une conférence. Fait que j'ai comme pas même choix d'y aller. Fait que je m'en vais là-bas. Non, puis ça a dû te motiver aussi d'avoir quelqu'un de même. Mais je peux te dire une chose, cette conférence-là, non, je le voyais écrire, j'écrivais. Là, je le voyais prendre des décisions, je prenais des décisions. Finalement, on est dans l'avion. On n'a même pas été pissé dans l'avion. On a bâti notre horaire, on est revenu, puis on a accompli ce qu'on a dit qu'on allait accomplir dans l'horaire. Tu sais, je me dis, hey, ce gars-là, s'il n'avait pas rentré dans ma vie, là, je serais où aujourd'hui? Ah oui. Ça, c'est un élément. Après ça, j'ai décidé de faire du triathlon plus longue distance. Il y a un gars qui s'appelle Patrick qui m'a influencé là-dedans. Puis après ça, je suis tombé sur un énergumène, François, que tu as rencontré, qui, lui, voulait faire la même chose que moi. Puis là, écoute, t'es un crinqué, puis là, hey, on s'inscrit à telle place, on fait telle affaire, puis tu sais... c'est quoi les chances aussi de rencontrer des gens comme ça, parce qu'il y a un timing dans la vie. Le genre de timing que lui, il a du temps, moi j'ai du temps, puis c'est weird. C'est weird, ça, ces timings-là. Vraiment. Hier, je suis allé me faire couper les cheveux à Montréal, parce que moi, comme j'ai dit, c'est assez compliqué mes cheveux, là, ça prend un sculpteur. Moi, j'ai des rosettes, puis les cheveux fins qui tombent, c'est compliqué, là. Non, mais... Moi, les coiffeurs, c'est parce que... Moi, j'ai une rosette aussi, je vais t'envoyer Yuri. Il est juste à Blainville. Yuri, il fait quelque chose de... Mais là, j'ai Alex, là... tu l'aimerais, Alex. En tout cas, je m'en vais à Montréal. Et là, j'arrive 5 minutes avant mon rendez-vous. T'es en train de plugger nos gars de barbe, là, nous autres. Oh, c'est ça. Mais là, écoute bien ça. Celui qui termine avec Alex, il est là, c'est ça. Puis là, on pompait l'eau, puis... là, tu sais, je veux pas écouter la conversation. Là, t'es à Montréal, c'est ça? T'es où? J'étais à Montréal, je suis sur Jean Talon. Mais voyons donc, aussi. Proche du Myland. C'est un gars de Sainte-Marthe. C'est un gars de Sainte-Marthe. Le rendez-vous avant moi, on s'est jasé après, on a échangé nos numéros. Ça a cliqué. Fait que, on est deux personnes de Sainte-Marthe qui s'en va se faire couper. C'est quoi les chances que je tombe par Alex, dans le même salon de coiffeur, un rendez-vous un après l'autre, puis on est en train de vivre la même chose. Il va peut-être se passer quelque chose. Mais tout ça pour dire que moi... Genre, c'est pas une femme, ma femme s'inquiète. Des fois, t'enlèves, puis lui, c'est la même affaire. Il me motive dans ce projet-là beaucoup. Là. Mais j'ai toujours comme eu, on va dire, une chance, l'opportunité de rencontrer des gens super motivés pour un projet qui m'intéressait autant qu'eux autres. Tu comprends? Puis je me dis... Peut-être qu'ils vont me redire plus tard, hey, une chance toi aussi que tu étais là. Ben, c'est sûr. Mais moi, je peux dire que moi, là, si t'enlèves ces quelques personnes-là dans ma vie, ma vie n'est pas pareille. Ben non, c'est sûr. Mais vraiment pas, là. C'est sûr. Non, mais pas grand-chose de majeur qui se fait tout seul de toute façon. Ça pour dire, j'ai beau lire un livre là-dessus, là. J'ai beau me faire coacher par toi, j'ai beau rentrer dans un programme, sortir de là avec un diplôme d'entrepreneuriat. Mais si t'as pas cette personne-là dans ta vie. Si j'ai pas ce genre de personne-là qui arrive dans ma vie, mais il y a une affaire, par exemple, c'est que je m'étais visualisé ça. Il y a bien des affaires que je m'étais visualisé. Je vais te dire une chose, je venais de dire à ma femme, je sais pas comment je vais faire pour avoir une aussi bonne année l'année prochaine que cette année, mais ça me semble qu'il m'est arrivé comme des coups de chance, OK? Je venais de dire ça. Puis là, le lendemain, je me suis dit, non, pense pas de même. Dis-toi que tu vas peut-être rencontrer l'individu que ça te prend pour que ta business, ça passe à un autre niveau. Fait que là, je nourrissais cette idée-là. Je me pompais un peu, j'arrive à mon bureau, passe une entrevue, c'est ce gars-là qui arrive dans mon entrevue, genre une couple de jours après, tu sais. Fait que, je sais pas, là, tu sais, des fois, tu continues à ça, toi, espèce de visualisation. Mais en fait, c'est que tu te mets dans un... qu'on y croit pas, je peux pas t'astiner sur ton expérience. On est d'accord avec ça. Ouais. Deuxièmement, moi, je pense que
souvent, c'est que tu étais plus sensible à trouver ça parce que tu te l'avais calé aussi. C'est genre. Tu sais, oui, mais tu le vois aussi. C'est comme quelqu'un... c'est comme à un moment donné dans la famille, il y a pas longtemps, on se demandait, c'est-tu vrai l'histoire que Facebook ou quelqu'un nous écoute, puis après ça, étrangement, on a des pubs de ce qu'on vient de jaser avec notre femme. Il y a quelqu'un qui compte ça, il dit, je suis en train de m'astiner avec ma femme sur qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à lui, à elle. Il y a une Puis publicité. à un moment donné, je roule mon Facebook, puis il y a une publicité sur un notaire, puis sur une médiation. Mais parce qu'il te l'avait dit, Mais parce qu'il l'a là, collé. tu l'as reconnu. Il l'a reconnu. Peut-être la pub, il l'a vu à tous les jours, mais parce qu'il vient de vivre il y a ça. Mais tu sais, quand tu changes de char, là, mettons que tu changes de voiture. Char là, rouge, les petits chars rouges puis là- partout. non, mais tu changes de char. Hein? Même T'es ta beau sorte à partout. toi. Oui, c'est ça, man. Tu te dis, je suis rien que de ça. Hein, je pensais que j'avais acheté un char unique, c'est pas une BMW, man. Il y en a partout, finalement. C'est ça, Je me c'est suis fait ça. avoir. Ouais. C'est intéressant, en tout cas. Je savais pas, que je ne connaissais pas pantoute. Non. Puis Dan, il dit, c'est un gars qui fait plein d'affaires. Puis là, tantôt, t'es arrivé, puis t'as dit, ben moi, je viens de Sainte-Marthe. Je dis, OK, on va probablement On n'a pas le parler. choix. Tu nous as même pas parlé tu nous as-tu parlé d'entrepreneuriat Québec un peu rapidement, là? C'est un OBNS, un organisme à but non C'est lucratif. quoi ton rôle là-bas? En fait, moi, mon rôle, c'est un mandat de développement, les aider à développer, à faire connaître. Entre autres, j'ai participé activement à l'entente avec Serge Beauchemin Alias. Là. Donc, chaque étudiant a gratuitement la plateforme le temps qu'ils sont étudiants. Ça, c'est cool. Oui, très cool. Puis, en plus de ça, Serge, à quelques événements, il vient gratuitement nous faire une conférence, là, soit au colloque Es-tu ou... bonne, sa conférence, hein? T'as-tu déjà vu sa conférence au complet? 2-3 fois. C'est incroyable. Fait que là, je peux plus me lever pour aller chercher l'argent, là. Tu sais de quoi je parle? Oui, mais lui, Okay. écoute, son histoire est incroyable. Il faut que tu ailles voir cette Ah histoire. oui, avec 3M, là, avec toute son histoire de son entreprise. Même quand il est né, puis ça. là, je veux dire, toute son enfance, puis tout, à fait. c'est incroyable. Exactement. Ce gars-là. L'autre chose, j'ai une entreprise de distribution dans le même genre de business qu'on a déjà parlé et tout ça, qui est une micro-entreprise. Donc, je suis un passionné de toute façon. Fait que c'est pour ça que je m'astinais avec l'animateur à Québec. Mais en même temps, je disais dernièrement que j'essaie de focusser. Je suis maintenant certifié ambassadeur d'un profil là, qui s'appelle Nova. J'essaie de mettre ça, mais on vieillit un peu, puis l'énergie, on en a moins que quand on avait 20 ans aussi. Donc, j'essaie de trouver un peu plus comment focuser tout ce que je fais. Parce que c'est des belles expériences, mais c'est sûr que ça va être toujours dans aider l'autre. Puis toucher un peu l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que j'ai écrit sur votre page Facebook de Machine 4771, puis j'ai écrit à Daniel tout de suite, « Hey, super, si vous avez besoin de quoi que ce soit, let me know », parce que je trouve ça génial ce que vous faites. Le décor, il est think outside the box. L'émission, sont think outside the box. Mais en même temps, il y a quelque chose de cosy, puis on relaxe, mais en même temps, ça peut aider énormément de monde. Le contenu est important. Le contenu est important. Le contenant, le contenu, mais aussi, on ne sait pas qui écoute. T'sais, et ça, tu sais, c'est vrai qu'on sait pas. Des fois, je rencontre quelqu'un qui dit « Hey, j'écoute vos émissions, c'est super bon. » C'est comme, on n'en revient même pas. Voyons, non, tu me niaises. Mais, tu sais, écoute ça, toi. Non, mais c'est drôle. On a rencontré dernièrement une fille qu'on a rencontrée au café des Allumés. Il dit « Hey, j'écoute, on suit votre émission. » Puis, tu sais, je dis, c'est un peu surprenant. Nous autres, on n'a aucun background là-dedans. On veut juste communiquer, on veut partager de l'information, on veut mettre en contact des entrepreneurs avec des jeunes. Mais c'est comme je disais hier, c'est nos sujets qui sont le fun. C'est grâce à toi aujourd'hui qu'on a une belle émission. Puis c'est ça qui fait que on a autant de plaisir. Hier, on a enregistré une émission avec un jeune. T'écouteras ça lundi soir. Là, c'est incroyable. Là, comment est-ce que, tu sais... Puis il y en a combien, tu sais, jeunes? C'est histoire de fou. C'est plein. Là, toi, tu vas en croiser. Là, tu dois sûrement avoir une couple de petits candidats que tu pourras peut-être nous parler un moment donné qui sont super intéressants. Le concours aux entreprendre vient de terminer hier soir. Ouais. On se fie à la date que l'émission passe. Juste là, il y en a des géniales. Il y a une madame, une jeune, Vicky Vaillancourt. Toutes les terres Vaillancourt à Laval, là, les fermes Vaillancourt, elle a décidé, elle a dit non, moi, je ne veux pas travailler là-dedans. C'est de 5 générations de Vaillancourt. Elle a décidé d'aller en marketing, travailler pour une boîte, mais le fameux hasard qu'on parlait tantôt, son emploi était dans une entreprise en marketing, mais familiale. Fait qu'elle s'est dit, c'est donc bien cool ça, que ça soit familial. Fait que ça lui a fait penser à sa famille. À sa famille. Wow. Fait qu'elle est revenue, sauf qu'elle dit, moi, je vais faire quelque chose de nouveau par contre. Et elle a fait quelque chose qui s'appelle Eau Citrus. Donc, sur les terres, elle a des serres, là, et elle importe des citrons d'ailleurs dans le monde
mais incroyable que pas ici au Québec. Donc, les micro-brasseries la jettent. Ouais. Tu nous as fait pousser des les citrons. enfants terribles, le restaurant des enfants terribles, c'est des clients à Elle les elle fait pousser. maintenant. Elle les fait pousser et c'est capoté. Il y a des citrons qui poussent au Québec. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mais puis pas un citron comme tu es habitué de voir, là. Écoute, il y a la main de Bouddha, c'est comme une espèce de citron bizarre. Ah ouais. Il y a des... Non, il y a tout ça de elle, faut que tu citrons. la Là. réfères. OK, on va l'inviter Faut ici. vous la référer, puis il faut qu'elle vienne ici. Mais c'est une jeune en c'est ça, en plus, plus. mais elle est incroyable. Puis tu Elle sais, est qu'est-ce qui est incroyable. trippant de ces expériences-là? Puis nous autres, c'est un peu aussi... Tu sais, j'ai aimé ce que Pat a dit au lancement de l'organisme cette semaine, parce qu'on demandait à nos membres du CA pourquoi ils s'impliquaient. Puis Pat disait, c'est un geste qui est quelque part un peu égoïste. Puis on le fait aussi pour... On le fait aussi pour... On le fait pour nous autres aussi. Ben ouais. Parce que ça nous apporte tellement de rencontrer des gens comme ça. C'est, je veux dire, puis c'est rafraîchissant. Des jeunes, du monde qui se partent en business, des plus vieux qui ont des histoires incroyables. On se fait des amis. Vous êtes l'exemple que de donner, c'est aussi trippant que de recevoir. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine d'aller aider vos amis? Là? Vous avez sorti de là, oui, un peu sur le choc, mais en même temps, grandi aussi. Puis ça vous a fait du bien de donner, je suis sûr, certain. Là. C'est sûr et certain. Moi, j'ai des parents qui ont donné beaucoup dans le communautaire. Tu sais, mon père, il a passé une bonne partie de sa vie à donner. Ma mère aussi. Puis j'ai hérité de tout ça dans le sens où, tu sais, j'ai toujours parlé de ça à la maison. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont jamais donnés à eux. Il y a une conférence de Sylvain Boudreau, d'ailleurs, que j'avais appréciée dans le mois Inc. À un moment donné, il disait, tu sais, quand l'avion tombe, là, il y a des masques qui tombent. Si tu ne mets pas ton masque en premier, comment veux-tu aider l'autre après? Puis c'est une image qui m'avait un peu marqué parce que j'avais comme des parents qui, je te dirais, prenaient des masques pour aider plein de monde. Ils oubliaient de s'en mettre un souvent. Pour toutes sortes de raisons, là. Et comment je pourrais dire? J'étais en combat un peu avec ça. Je comprenais pas vraiment pourquoi il Puis faisait autant. j'ai pensé beaucoup à moi quand j'ai développé l'entreprise. C'était vraiment, moi, ma famille, mes parents, etc. Moi, tu sais. Le sport, même affaire. Moi, tu sais. À un moment donné, il arrive des affaires comme Pierre Lavoie, qui, je me souviens d'une conférence, à un moment donné, qui dit, il y avait beaucoup de triathlètes Ironman dans la salle, puis il dit, pas mal centré sur vous autres, là, vos affaires, là, vous êtes des ambassadeurs du sport, mais pourquoi vous contribuez pas plus à aider justement d'autres personnes à faire du sport? Fait qu'il passe un message, tu sais. Je peux pas dire que mon père me passait ce message-là au niveau de redonner. Puis j'ai toujours eu ce sentiment que je donnais, là, même dans mon entreprise, j'ai un sentiment très fort de donner, dans le sens où donner mon temps, donner mon énergie, donner mon service à la clientèle, blablabla, tu sais. Mais aujourd'hui que je donne, mettons, sans penser à rien, puis j'ai ce luxe-là, on va dire ça, là, parce que c'est vraiment hot. C'est vraiment trippant, tu sais, puis je trippe, là. Je sais pas combien de temps ça va durer, remarque, là. Mais je veux dire, là, pour l'instant, je trippe, puis je sens que ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. On le voit. On le voit aussi. On le voit aussi, puis on crée une communauté d'affaires autour d'un projet qui s'appelle On le fait. Puis c'est comme de rendre le communautaire puis le monde des affaires comme un genre de match, un genre de mariage pour permettre peut-être moins d'inégalités dans notre société. Moi, s'il y a quelque chose... Bon, l'environnement, ça me dérange en ce moment, comme tout le monde, mais s'il y a une affaire qui me dérange aussi beaucoup en ce moment, c'est les inégalités. C'est de voir à quel point il y a du monde qui s'enrichisse de façon exponentielle, puis à quel point il y a du monde qui n'arrache de plus en plus. Puis ça vient me chercher parce que je viens d'une famille, disons, qui n'arrachait. Puis quand tu sors ta tête de l'eau puis que ça va bien financièrement, tu te rappelles de ces moments-là puis tu te dis, astique, que c'était pas évident pareil dans ce temps-là, tu sais. Non, c'est sûr. Ça crée un bagage, tu sais, c'est pas... tu sais, moi, j'ai pas vécu dans une famille dans le luxe, là. Fait que mon apport avec la réussite, elle va être bien différente que quelqu'un qui a vécu dans le luxe où dès qu'il chignait pour quelque chose, il l'avait. Ça fait en sorte que, OK, oui, je voulais pas que mes enfants manquent de rien comme moi, j'ai manqué. Moi, ma mère est tombée monoparentale avec 2 enfants. Dans le début de l'adolescence, là, on allait à l'école. Puis moi, je me souviens de manger des toasts au beurre de pinot le matin, le dîner et le souper. Imagine. Je me souviens d'aller à l'école avec une paire de shirts avec un T-shirt. Incroyable. Et de dire, ils vont me voir toute la semaine avec ça parce que c'est la seule affaire que j'ai en septembre. Là. Fait que tu sais c'est quoi? Je sais c'est quoi. C'est sûr, certain que j'ai travaillé pour pas que mes enfants vivent ça. Ouais. Mais en même temps, ça l'a amené aussi... en tout cas, mes enfants ils vont avoir en septembre 18 ans puis 20 ans. Là. Puis je me souviens pas nécessairement de les voir critiquer ou chialer qu'il leur manquait quelque chose, mais en même temps,
ils ont apprécié ce qu'ils avaient. Tu sais, ça a créé un équilibre. Mm-hmm. Ils n'ont pas vécu dans le luxe non plus. Là. Ils n'ont pas vécu... tu sais, il n'y avait pas toutes les Xbox puis les il y en avait. Ouais. Je veux pas dire qu'ils n'ont pas Et ta aimé. maison n'est pas à Westmount. Ma maison n'est pas à Westmount, puis ils n'ont pas 22 télés dans la maison, puis quoi que ce soit. Mais fait que tout ce qu'on a vécu, évidemment, ça l'a amené certaines motivations, mais en même temps un équilibre aussi. Mhm. Fait que ça fait les deux. Mais l'impact dans ta vie, ben, tu es en train de vouloir un peu aussi, à travers ce que vous faites, qu'il y en ait d'autres... Sensibiliser les gens à redonner, pas attendre d'être milliardaire pour donner, puis d'être capable de le faire à la mesure que tu es capable de le faire. Tout à fait. Ça peut être 1 heure de temps en temps, une demi-heure de temps en temps. Juste de sentir que quelqu'un... Juste, mettons une personne là, qui a certaines difficultés, là, savoir qu'il y a du monde qui pense à elle, là, ça peut faire toute la différence du monde. Tout à fait. Fait que, sur ces paroles, C'était un super au nom, c'est vendredi. Éric, on veut te remercier d'être merci. d'être passé Merci à nous vous voir aujourd'hui. Ça a été super la fun. On te réinvitera éventuellement là. Si tu as des choses de spéciales qui se passent dans ta vie puis que tu veux venir nous jaser. Pas d'autres tragédies comme à Sainte-Marthe. Là. On pourrait jaser des choses plus positives. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Puis évidemment, j'ai toujours quelque chose à dire. Fait que c'est bien le fun de jaser avec vous autres. Puis vous êtes vraiment très intéressants. Puis longue vie à tous les organismes, puis à l'émission, puis à toutes les émissions, puis les gestes que vous faites. Là. Et puis si je peux aider de quelque chose de façon, je le dis en ondes en plus, fait que j'ai pas le choix. Là. Au bat. Ça, c'est un truc d'entrepreneur en passant à se mettre au bat. Hein? Se mettre au bat. Au bat. Oh oui, mais aucun problème, je suis capable de le faire. Merci d'être passé, Éric. Merci. Bonne fin de semaine, tout le monde. Merci, les boys. Bon vendredi aussi. Prenez-en une bonne ce soir. Exact. Oui, exact. Moi, je m'en vais en voyage. On va en voyage. Oui. Bon voyage. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.